Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,1 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous, le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture de l'internet français. Bonsoir les glandus. Bonsoir. Comment allez-vous les amis, les glandus? Ce soir nous avons Gary. Bonsoir Gary. Salut Dim. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Nous n'avons pas eu le droit à notre... Ah non, j'ai pas peaufiné, j'ai pas eu le temps. à notre intro de youtubeur. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque nous recevons un invité de marque puisque nous avons Mickaël Place, réalisateur du fan film Star Tour Last Lunch. Bonsoir Mickaël, merci d'être là, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc au programme de cette émission, notre troisième de la saison 5, ça passe à une vitesse folle les amis. Nous allons commencer par un late post où nous allons parler de deux bandes annonces, Indiana Jones 5 et les Gardiens de la Galaxie. Nous suivrons sur le box-office de la soirée. Donc le box-office de la soirée, c'est Pinocchio versus Pinocchio. Voilà, on va parler de deux productions qui parlent du même conte. D'un côté Netflix, d'un côté Disney+, mais on y reviendra les amis. Ensuite on passera à ton interview, The Interview, Mickaël. On va parler un petit peu de tes débuts, on va parler du projet Star Tour, si tu veux nous expliquer un petit peu la genèse de tout ça, si tu le veux bien. Et on terminera l'émission par un petit bac les amis, vous avez beaucoup aimé lors de la première émission de la saison 5, donc on fera un petit bac. Mickaël tu participeras et je réexpliquerai les règles bien entendu. Donc on passe tout de suite au Late Post, c'est parti. On est parti pour le Late Post, votre chronique qui parle de l'actualité du cinéma en différé, bien entendu. Donc, on va commencer tout de suite avec notre avis sur la bande-annonce de Indiana Jones 5. Tout de suite, extrait audio. Alors, Indiana Jones 5 est un film réalisé par James Mangold. On lui doit le très très bon Le Mans 66. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Mickaël, tu l'as vu? Non. J'ai commencé à le voir. Oh, c'est très bon. Alors, même si vous n'aimez pas le sport automobile, Gary, je sais que toi, tu vas adorer ce film. Je ne sais même pas pourquoi tu ne l'as pas encore vu. Tu mériterais de ne pas avoir une bière en face de toi, enfin. Et il a surtout réalisé l'extraordinaire Logan. Je pense que nous tous, on l'a vu. Là, par contre, Logan, non, tu ne l'as pas vu? Eh ben, écoute, franchement, c'est une très bonne conclusion au personnage de Wolverine. Tu l'as pas vu non plus? Moi non plus. Ah, oh là là, mais les gars, attends. Allez, laissez tomber. Ah non, mais moi ils m'ont perdu avec les X-Men et non, etc. Non, mais en fait, arrivé à un moment, j'ai lâché l'affaire. Je veux dire, j'ai vu un Deadpool muet. J'ai arrêté. Ah ouais, moi, j'ai arrêté les frais. Ah je le dis. C'est dommage parce qu'il a repris la parole Deadpool et ça a plutôt bien marché justement. Bon, alors parlons un petit peu donc de ce Indiana Jones 5. Il y a un synopsis qui a popé, je vais vous le dire, et justement voir un petit peu si ça en donne un petit peu trop sur l'histoire. En 1969, l'archéologue et aventurier américain Indiana Jones s'est opposé à la course à l'espace en raison du fait que les États-Unis ont recruté d'anciens nazis pour battre l'Union soviétique dans cette compétition. Sa filleule, Elena, l'accompagne dans ce combat. Pendant ce temps, Jürgen Voller, je pense que c'est Mike Mickelson, hein, je pense. Ouais, dedans. Hein. Un employé de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme lunaire cherche à rendre le monde meilleur à sa façon. Voilà. Ça sonne un petit peu comme un vieux James Bond des années 50. Hein, je sais pas si ça vous fait. Mais Mickaël acquiesce. Tu aimes déjà, Mickaël, l'univers d'Indiana Jones ou pas? Alors, j'adore les premiers. Et là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu un retour aux sources, tout en prenant en compte l'âge du personnage. Ah oui. Sympa. Ok, d'accord. Mais par contre, quand tu dis tu t'aimes que les premiers, donc tu prends pas en compte le 4. C'est ça? Le quoi? Le crâne de cristal. Ah, non.
Donc voilà. Alors les amis, on a vu la bande-annonce ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Gary, un petit peu ton avis dessus. Alors moi, vous allez me taper, parce que je n'ai pas vu tous les Indiana Jones. Non, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce nouvel opus? Pour moi qui n'ai pas tout vu, c'est un film d'aventure comme un autre, tu vois. C'est sympa d'avoir Harrison Ford dans le film, mais pour moi, j'ai pas plus d'émotion que ça, tu vois. Ouais, voilà, il n'y a pas le côté nostalgique qui rentre derrière, et donc finalement, pour toi, qu'ils reprennent le rôle ou non, c'est peu importe. Non. Voilà. Mais par contre, tu as vu la vidéo du JDG sur le petit Indiana Jones. Regarde-le. Justement, il y a un JDG qui parle du petit Indiana Jones. D'accord. Voilà, très, très, très sympa. Mais j'irai le voir, le film, quand même. Ah oui, ouais, je pense. Surtout qu'il y a des théories qui parlent, etc. Niveau théorie, dommage que nous n'avons pas Ekichi avec nous, parce que là, je pense qu'il nous aurait régalé. Mais il y a des théories qui popent en fait sur le net pour dire comme quoi il y aurait du voyage temporel en fait dans celui-ci. Voilà, donc ça en est à ce niveau-là dans Indiana Jones. Jérôme, toi, quel est un peu ton rapport vis-à-vis de Indiana Jones? Je pense que tu n'as pas vu la bande-annonce et tu te préserves. Exactement, comme pour la majorité des films que j'ai envie de voir, j'évite de regarder donc les bandes annonces. Et là, vous m'en dites presque trop avec vos théories étranges, ce qui fait que je vais y aller à reculons encore plus. Voilà, dans le 4, c'était une horreur. Voilà, je vous invite à regarder l'épisode de South Park qui en parle. C'est probablement la meilleure critique que j'ai vue sur ce film. Putain, je l'ai jamais vu cet épisode. Je savais même pas qu'ils avaient fait ça, South Park. C'est bref, Non mais c'est bien, c'est cool. Voilà, ça. Regardez-le. Franchement, voilà, je pense qu'ils ont tout dit. Et là, ouais, non, moi j'ai un peu peur. En plus, je veux dire, Harrison Ford, déjà dans les derniers étrons Star Wars, j'avais l'impression que le pauvre, il y avait des fils qu'il tenait comme une marionnette pour qu'il arrive à se mouvoir sur le tournage. Voilà, il faut arrêter, Harrison. Je sais que tu as besoin de payer tes impôts comme les autres, mais arrête, fais des choses avec ton cœur un petit peu. Non, je ne pense pas. Plus à son âge, en tout cas. Mais j'ai même trouvé que dans la bande-annonce, la VF, le doubleur, donc, qui est Richard Darbois, qui est un petit peu fatigué, j'ai l'impression, dans sa voix. Après, c'est une bande-annonce. Ouais. Ça ne relate pas du tout l'enregistrement. L'enregistrement n'a sans doute même pas été fait encore. Hein. Ah bah c'est sûr. Là, ouais. Ah bah non, mais c'est trop tôt, là. Il sort quand juin, je crois. Ouais, je crois que c'est au mois de juin. Un truc comme Juin ça. 2023, ouais, c'est ça. Je crois bien. Donc voilà. Et donc oui, pour moi c'est trop tôt. Disney n'a pas encore envoyé les images du film pour qu'il soit enregistré. Mais bon, voilà, j'ai trouvé un peu fatigué la bande-annonce. Dans la bande-annonce, la voix française. Ce monsieur, il commence à avoir un certain âge. Aussi. Donc voilà. J'ai une petite question. Oui. Dans le 4, c'est quoi qui a dérangé Sam Witwicky. Sam Witwicky. En gros, je t'explique, le 4, il était là à la fois pour être une sorte de dernière aventure, mais aussi un passage de relais. Et le passage de relais est très mal fait dans le film parce que l'acteur Shia LaBeouf, qui donc c'est celui de Transformers, C'est Sam Witwicky. c'est Sam Witwicky, voilà, était là et on sent que, en fait, il correspond pas au rôle qu'on aimerait lui donner. En tout cas, et surtout il y a pour la première fois, même s'il y a quand même des éléments qui sont plus ou moins liés à la science-fiction, à la fantasy dans Indiana Jones, là ils sont partis vraiment loin puisque dans celui-là on a la fameuse théorie des crânes de cristal, donc qui relate du fait que chaque crâne de cristal appartiendrait à un alien et si tu les réunis en fait ça fait une communication avec le ciel, voilà quoi. Donc en gros c'est ce genre de bail dans ce film-là, et tu commences par une explosion nucléaire qui est survie, qui est vraiment. En fait, pour survivre à une explosion nucléaire, il va dans le frigo. Il va dans le frigo, Okay. exactement. Ouais. Qui était en fait un gros clin d'œil à Retour vers le futur. D'ailleurs, il faut le préciser, parce que c'est de base. En fait, le premier jet du scénario de Retour vers le futur, c'est qu'ils devaient voyager dans le temps à travers un frigo en fait. Et ils se sont dit, pour éviter que les gamins aient l'idée d'aller dans un frigo, on va mettre une voiture. Et quitte à en choisir une voiture, autant prendre une qui a de la gueule. Merci beaucoup. Et qui est en inox. Comme ça va très bien à côté du frigo. Exactement. Parce que vous pouvez cuire un œuf s'il fait chaud un petit peu sur une DeLorean. Hein. Non mais sincèrement, c'est une vraie baille. Hein. Non mais tout à l'heure tu t'es absenté 5 minutes, c'est exactement la connerie que j'ai sortie en parlant de la DeLorean, genre tu sais, tu vas faire un petit tour au Nouveau-Mexique, tu sors tes œufs et clac.
Bah c'est un peu ça, en vrai. Et oui, je sais très bien parce que tu as parlé de ma réplique, forcément, de la DeLorean. Exactement, on parlait de ça. Et sinon, Lucas, ton avis un petit peu sur Indiana Jones, t'es familier de la saga ou pas ? Oui. Oui. T'as envie de le voir ? Ouais, non, j'ai vu le 4 au cinéma. Moi aussi. Quand j'étais jeune. Oui, parce que Plus jeune que vous. Tu es très jeune déjà. Oui. J'étais encore plus jeune. Ouais, bah carrément. Tu es très jeune, mon garçon. Il nous a fait la voix de Otto Hightower dans House of the Dragon ou Dr House. Non, mais après, j'aime beaucoup l'univers de Indiana Jones. Le 4 était un peu un affront. Oui. Voilà. On peut en reparler. Mais non, celui-là, déjà le fait que ce soit James Mangold. James Mangold, oui, à la réalisation. Qui réalise, j'ai eu des bons retours de Logan, même si je l'ai pas vu. Et de Le Mans 66 aussi. Donc je pense qu'au niveau réalisation, on peut avoir quelque chose de propre. Ah bah carrément. Après avoir le scénario, voir comment ça va vraiment se passer. Mais voilà, on va laisser un petit espoir et se dire que ça peut être bien. Moi j'ai confiance en vrai, je vous le dis. La bande-annonce de Indiana Jones 5, qui s'appellera Le Cadran de la Destinée. Voilà. Personnellement, moi me hype un petit peu. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des belles scènes. La scène de l'avion qui pourrait rappeler un petit peu le cockpit du Faucon Millenium quand il est en hyperespace avec cette pluie. Voilà, et il y a un magnifique rajeunissement en fait de Harrison Ford pendant la bande-annonce. Donc je suis très hypé en fait de voir ça au cinéma. James Mangold, comme tu l'as dit, a fait vraiment des films moi qui m'ont plu. On parle de Logan, mais je crois que c'est aussi lui qui est derrière Le Combat de l'Immortel, donc de Wolverine. Et j'avais beaucoup aimé ce film aussi. Donc voilà, je trouve qu'il a une réalisation qui est vraiment très bien. Et Le Mans 66 est une masterclass de A à Z. Et puis voir aussi Mads Mikkelsen dans son film. Oui, Mads Mikkelsen avait été plutôt crédible dans la reprise de son Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Jérôme, tu l'avais souligné lorsqu'on avait parlé du film. Clairement, il était bien plus vraisemblable que Depp. Oui, totalement. C'est un peu la coupe peroxydée qui allait pas à Depp. Ça, plus le fait qu'on lui ait remis un de ses deux yeux comme le Chapelier Fou, là. Il y avait un peu trop de similitudes dans d'autres rôles que Depp avait pu faire, etc. Et toi, en tout cas, le jeu de Mads Mikkelsen ne t'avait pas dérangé, loin au contraire. Voilà. Dans l'univers d'Harry Potter, il s'incluait beaucoup plus facilement que celui de Depp. Depp, c'était une version dessin animé, quoi. Burton. C'est Burton qui réalise un Harry Potter, en fait. Voilà. Écoutez, merci pour cet avis sur Indiana Jones 5. On va passer tout de suite à la deuxième news qu'on avait envie de traiter, donc en différé. C'est la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3. Tout de suite, extrait audio. Nous nous envolerons encore ensemble. Une dernière fois. À travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Nous s'appelle... Guardians of the Galaxy 3 est réalisé et écrit par James Gunn. C'est important, le fait qu'il soit écrit par James Gunn, ça veut dire que Marvel lui a encore laissé le contrôle total sur son film. On retrouvera bien entendu Chris Pratt, Karen Gillian, Dave Bautista, Zoé Saldana. Contre toute attente, puisque normalement elle était plus ou moins morte et c'est la Gamora d'un autre univers ou qui leur remontait dans le temps. Bref, voilà quoi. Vin Diesel et Bradley Cooper qui sont toujours au casting. On retrouvera Will Poulter qui incarnera Adam Warlock. Mickaël, toi, vis-à-vis du MCU. Alors là, c'est intéressant parce que Mickaël, il nous en parlera tout à l'heure, est un réalisateur qui est en train de réaliser un court-métrage qui s'appelle Star Tour Last Lunch, donc qui est dans l'univers de Star Wars. Est-ce que tu es aussi fan du MCU et de Marvel ? Bien sûr, pas de tous les films, bien sûr. Il y en a beaucoup qui ont quelques petits défauts. Ouais, totalement. Mais par contre, de manière générale, oui, complètement. Ok, donc globalement, t'aimes bien les films Marvel, c'est pas quelque chose qui te dérange à aller voir. Le dernier que tu as vu, c'est le dernier en date, c'est Black Panther, ou tu es pas à jour ? Je suis pas à jour du tout. Je suis encore sur comment il s'appelle
Oh, la honte. Non, pas la honte. Doctor Strange. Doctor Strange, une Multiverse of Madness. Ok, donc globalement, il te manque lequel derrière? Bah, Celui-là, Thor. Et, Thor, oui, Thor Love and Thunder derrière. Ah si, non, pardon, Thor du coup. Thor Love. Je l'ai vu. Ok, donc voilà. Et puis après, c'est Black Panther, Après, donc c'est t'es Black pas Panther, si en donc retard. t'es Hein. Pas si en retard que ça. hein. Bon, bah ça va. Non, ça va. Après, il y a que si t'as pas regardé She-Hulk et Ouais, mais- toutes les boosts de Disney+. She-Hulk, non, et puis tente pas du tout. Ouais, Non. t'as raison. Arrêtez avec She-Hulk, les amis, on a dit non. qu'on n'en parlait pas. Voilà, donc ok, plutôt cool. Donc là, on a vu la bande-annonce tous ensemble des Gardiens de la Galaxie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Mickaël Je suis bien curieux. Bien curieux. Bien curieux, ouais. Parce que j'adore les Gardiens de la Galaxie, j'aime bien un peu ce côté décalé qu'ils ont. Je sais pas, pour le 3, il y a l'air d'avoir un petit côté un peu plus sérieux. Je Oui. trouve, complètement. Ce qui est l'inverse complètement de Thor maintenant. Voilà. Un Da- peu je sais pas, un changement. Ah, il y a un switch. Il y a un switch, Ouais, mais complètement. ce switch va s'arrêter. Hein. Chris Hemsworth, avec sa maladie qui a été détectée, Oui, en plus. il a annoncé que s'il reprenait le rôle de Thor, il voudrait un changement total. Et c'est plus ou moins ce qu'on avait dit on en parle globalement dans le Disney, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Et tu l'avais souligné lors de Love and Thunder. C'était intéressant d'avoir l'arc de Waititi sur Thor. Là, ça serait intéressant d'avoir une nouvelle approche du personnage. Et c'est ce que globalement veut Chris Hemsworth pour Thor. Quelque chose à mon avis d'un peu plus sérieux. Gary, tu seras très content, je pense. Voilà. Non, puis c'est un peu ce que met en place la fin du film, Totalement. avec la paternité, etc. Enfin voilà, la fête est finie, quoi. Exactement, la fête est terminée. Donc voilà, mais je suis assez d'accord avec toi, Mickaël, sur les Gardiens 3. Ça a l'air beaucoup plus sérieux. Gary, toi, un petit peu ton avis sur la bande-annonce. Bah, écoute, c'est les gardiens, alors j'attends pas grand chose. Ouais. Après la bande-annonce est très bien, tu vois. Oui. Et Mais bon, t'es pas si familier avec l'univers des Gardiens de la Galaxie, donc Non. c'est vrai qu'il te hype moins que certains films, par exemple. Non. Certains autres films. J'ai hâte de voir l'origine story de Rocket, s'ils la font. Ouais. Mais voilà, à part ça... L'origin story, puis le fait qu'il va avoir une copine aussi. Je crois qu'elle s'appelle Lola. C'est la loutre que l'on voit dans le film, voilà. Ouais, et donc- sur internet, ils ont l'air de vouloir dire que ce serait Lady Gaga. Oui, parce voilà, que- mais c'est la rumeur. Ouais, mais ça a j'ai été vu ça. démenti. James Gunn, il a dit que c'était pas du tout Lady Gaga qui faisait la voix. Bon, Ça aurait été drôle, mais après. Donc On en voilà, fera pas, mais ça va être intéressant et on sent, comme Michael l'a dit, comme quoi le film va être beaucoup plus sérieux et on sent qu'il va y avoir des morts. Je le sens moi aussi. Après, si c'est sérieux, tant mieux. Oui, Ce serait peut-être plus intéressant de voir ces personnages dans un rôle plus sérieux. ouais, mais ça peut être un contre-pied justement, parce qu'on les a vus vraiment fanfaronnés dans les deux premiers films, encore plus dans le deuxième, mais là, de les voir dans un registre plus sérieux, comme les trois quarts des personnages du MCU, ça peut être très intéressant. Surtout qu'ils introduisent des personnages très très importants comme Adam Warlock. Voilà, donc ça, c'est des persos où normalement, comme tu l'as dit, Jérôme, la fête est finie. Voilà. Jérôme, ton avis sur la bande-annonce des Gardiens? Oui, je salue le fait que ouais, ça a l'air d'être plus sérieux, parce que c'est vraiment ce qui m'a déplu dans le premier et qui a fait que j'ai pas regardé le deuxième, parce que voilà, je me répète, hein, je suis désolé, mais quand je suis sorti du premier Gardien de la Galaxie, moi j'avais l'impression de ne pas avoir été le public visé et d'avoir subi Shrek pendant 2 heures. Et Shrek c'était cool quand j'étais enfant, mais maintenant c'est fini. Et donc là c'est pas plus mal que ça ait l'air un peu plus obscur. Et encore, enfin, c'est peut-être juste le grain de l'image qui te le fait dire, etc. Je sais pas, il y a une ambiance quand même dans la bande-annonce, Jérôme. Là-dessus. Oui, non, c'est sûr. Enfin, ouais, mais tu vois, ça se taquine, etc. Enfin, ça commence. Ouais, Genre, nous venons en paix. Et puis ils se prennent des caisses dans la gueule comme n'importe quel sauveur qui se pointe en Palestine, tu vois. Allez, c'est bon ça, incroyable. Merci. dire- Heureusement qu'on n'est pas sur Twitch, sinon c'était ban. Merci. non, mais c'est vrai. Tous ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. Ah bah oui. Et puis nous, on va en avoir aussi, hein, je te le dis. Donc voilà, je veux dire, voilà, ouais, non, je sens, enfin, il y a toujours de la légèreté. Après, est-ce que ça va vraiment être plus sombre? On verra. Je pense que j'attendrai vos retours avant d'aller mettre mon ticket. Ok, et ben écoute, pas de problème. En tout cas, tu l'auras bien entendu, notre tour, ou si possible, tu l'auras en direct si tu es dans l'émission où on en parle. Lucas,
pareil, ton avis sur la bande-annonce? T'es hypé, toi? Bah, sympa la mise à jour Among Us. Hein. Putain, mais oh là là, il dit Non, ça. c'était une vanne. Ah, c'était une vanne. Oh. C'est une vanne alors. Non, en vrai, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Le côté un peu plus sombre du film, je pense que ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Ouais, et puis je trouve que James Gunn, là, il est assez proche des comics. En tout cas, d'après ce qu'on peut voir, il y a des planches. Genre, j'ai vu sur internet des mecs qui se sont amusés à prendre des planches des comics des Gardiens de la Galaxie, et apparemment, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est assez fidèle. Donc, je suis grave impatient de voir ça en fait. Ouais, de toute façon, c'est sûr que là, ça fait. Ça change complètement du 1 et du 2 qui était plus ambiance rock'n'roll. Ouais, et totalement. Là, c'est vraiment beaucoup plus sérieux. Tu sens qu'il va y avoir vraiment des enjeux dans le film. Et voilà, comme on l'a dit, je pense qu'il y aura des morts. Hein. Ouais, il y aura des morts. Il va y avoir des trucs à voir. C'est clair. Et ben écoutez les amis, merci pour ce late post plutôt court ce soir. C'était très sympa d'en parler avec vous de tout ça. Et on passe tout de suite donc à la deuxième partie de l'émission qui est le box-office sur Pinocchio versus Pinocchio. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufsi. Tu n'es qu'un jouet. Box-office un peu particulier ce soir, les amis. 2022 a été une année cinéma marquée par donc deux créations du même conte, donc écrit par Carlo Collodi en 1881, donc Pinocchio. Et là, Esteban, pour la peine, je veux que tu me mettes une musique type Rocky Balboa, une musique de Ring the moi, Box. j'aurais bien joué un truc comme ça aussi. On the left corner, dans le coin droit, Pinocchio from Robert Zemeckis. Mais c'était exactement On the right corner, Pinocchio by Guillermo del Toro. Fight. C'était à peu près l'idée, mon Lucas. Donc... j'avais ça en tête là depuis tout à l'heure et j'avais envie de le sortir, désolé. Donc Pinocchio réalisé par Guillermo del Toro et Marc Gustafson, donc entièrement réalisé en stop motion pour un budget de 35 millions de dollars pour Netflix. Tout de suite, extrait audio. Je vous en prie, rendez-le-moi. La vie est un cadeau tout à fait merveilleux. Et Pinocchio, réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks. C'est une adaptation en prise de vue réelle avec un budget de 150 millions de dollars pour Disney+. Tout de suite, extrait audio. Tu seras plus une marionnette en bois, garantie sur facture. Pinocchio, sois brave. Généreux. Et digne de confiance. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Donc l'histoire de Pinocchio, j'avais envie que Jérôme il nous en parle un petit peu plus, puisque Jérôme, tu as vu apparemment une vidéo à l'époque d'une chaîne YouTube qui est super intéressante, et donc je voulais que tu nous en parles un petit peu, si tu pouvais développer un petit peu sur le conte et tout ça. Ok, donc super chaîne qui est la chaîne de Fabien Campaner, qui malheureusement ne sort plus autant de vidéos qu'on l'aimerait, mais ils ont le mérite avec sa compagne d'en sortir une tous les ans à cette période, à Noël. C'est une émission qui s'appelle Compte à rebours, et à chaque fois donc ils reprennent donc un conte de fées qu'on connaît plus ou moins, généralement plutôt, hein. Et derrière donc ils vont en faire l'historique et ils vont parler de toutes les adaptations ciné, télé même, qu'il y a eu à travers l'histoire depuis la création du conte, etc. C'est super bien, c'est vachement fouillé au niveau de l'analyse. Franchement, allez-y, Fabien Campaner, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a plein d'autres. Il y a son format à l'ancienne qui s'appelait On va faire court, où c'est un prof qui compte parler c'est un prof d'histoire qui doit parler des tissus peints du Pacifique dans la Normandie du 19e siècle. Et à chaque fois, ses élèves font tout pour qu'il
il digresse et qu'il parle de quelque chose d'autre. Alors ça parle des Vikings, ça parle des sorcières, ça parle des pirates, ça parle des Spartans. Bref, voilà, allez-y et enfin voilà, vous pouvez y aller. Faites-moi confiance, c'est une chaîne qui est vraiment géniale. Fabien, on t'aime. Et donc ouais, bah alors au niveau de Pinocchio, donc ouais, c'est ça comme tu l'as dit, c'est Carlo Collodi. Collodi, qui l'a réalisé en 1881. Exactement, donc à la fin du 19e siècle, etc. Et donc c'est un conte pour enfants qui est genre hyper épais parce qu'il y a, je sais plus, une grosse quarantaine de chapitres, quelque chose comme ça. Donc on est à la limite du conte et on est pratiquement sur de la vraie littérature jeunesse, etc. Exactement. Et l'auteur, donc, c'est quelqu'un qui était très amateur de satire, satire politique, etc. Qui a même lutté donc pour l'indépendance de l'Italie, au temps où c'était plein de petites provinces autonomes, dont une partie qui était régie par l'Empire austro-hongrois. Et donc, il a fait partie des gens qui sont insurgés pour les fédérer, déjà qui se sont insurgés donc contre les Habsbourg, et puis donc qui derrière ont été vecteurs de moyens de fédérer, notamment par la langue. Parce que il a fait, je crois, un dictionnaire, etc. Ok, trop bien. D'italien, etc. Parce que c'était plein de petits dialectes, etc. Et donc, pour faire un pays bien commun, etc. Par la langue, c'est pas mal. Et puis, donc c'est là qu'il a commencé ensuite après à faire il a fait beaucoup d'histoires, etc., qui parlent d'éducation. Il a même fait des manuels scolaires, d'où l'importance du manuel de Pinocchio, etc., du fait que, on y reviendra, mais que ce soit le manuel de Carlo, etc. Oui. Mais d'ailleurs, on va commencer déjà les différences. J'ai vraiment l'impression, parce que dans le Pinocchio de Robert Zemeckis, le fils de Geppetto n'est jamais nommé. Jamais. Non, mais alors après, c'est pas nécessaire. Enfin, dans l'histoire de base, on fait pas mention de ça. Hein. Mais justement, et je pense que Guillermo del Toro, en nommant le fils de Geppetto Carlo, est une forme de clin d'œil à l'auteur de base. Complètement. C'est un hommage à l'auteur. C'est ce que je voulais dire. À l'auteur de base, etc. Mais en effet, cette histoire-là, elle a rien à voir avec Pinocchio. C'est presque plus un emprunt finalement, lointain à Peter Pan. Parce que Pinocchio, ça va être un enfant qui ne grandit pas, et un enfant qui grandit pas, c'est un enfant qui est mort dans sa jeunesse. Oui, totalement, oui. D'ailleurs, j'avais vu des théories un peu macabres sur Peter Pan de ce type-là, d'ailleurs. Non, mais c'est complètement ça. Hein. L'auteur James Barrie, son frangin, il est mort quand il avait 10 ans, etc. Sa mère, elle était en dépression de fou. Et les seuls moments dans sa jeunesse où il arrivait à discuter avec sa mère qui était complètement prostrée dans sa chambre, c'est quand il revêtait les sapes de son frère décédé, quoi. Okay. Donc un mauvais bail, quoi. Ouais, genre vraiment mauvais bail. Ouais. Voilà. Donc voilà, et justement, comme tu l'as souligné, donc c'était quelqu'un de très important, un écrivain, un journaliste aussi, donc de cette époque-là italienne. On va commencer tout de suite par le comparatif des films. Jérôme, tiens, justement, toi tu as vu les deux films également. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ces deux films? Déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux développer sur le film qui t'a potentiellement le plus marqué ou le plus touché vis-à-vis de sa réalisation ou autre chose? Voilà. Alors, celui qui m'a le plus touché, c'est vraiment celui de Del Toro sur Netflix. Parce qu'il y a tout Del Toro dedans, en fait. Il y a ce besoin de mettre un contexte politique et historique à l'histoire. Il nous avait déjà fait le coup avec le labyrinthe de Pan, donc en Espagne franquiste. De jouer à ça, de se moquer donc de Mussolini, etc. Donc, il y a ce besoin de contexte, et du coup le fait que il fasse un fils décédé à Geppetto, etc. Pareil, voilà, c'est ce besoin de contexte qu'il a plus ou moins toujours, Del Toro, et finalement
c'est ça qui te donne envie de voir la suite. Tu te dis ah tiens, il me raconte un truc que je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec le reste? Et après, enfin voilà, dès que j'ai su que, dès qu'on avait le contexte historique, etc., avec donc Benito et tout le mernier, on se dit je veux voir ce qu'il va faire de ça avec Pinocchio, etc. Et finalement, le fait qu'il n'y ait pas l'île aux jouets, mais que l'île aux jouets, ce soit les jeunesses fascistes, etc., qui donc du coup va faire des gamins des soldats et donc des ânes. Voilà, bravo. En super vrai. copie. Et puis derrière, le rythme est là. Le métrage, il fait 2 heures. Ouais. Je l'ai pas eu passer, moi. Tu le vois pas passer. Alors que l'autre. Il fait 1h50. J'adore Zemeckis. Zemeckis, je le kiffe. À chaque fois qu'il est là, c'est pour te montrer un truc que t'as pas vu, etc. Et là, moi, je suis désolé, c'est le film d'animation de Disney avec des coupes que je comprends pas. Et puis alors ce renard tout en dents photoréaliste là, franchement, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'ai fait des cauchemars en regardant l'ours de Jean-Jacques Hano. Je pense qu'il y a des gamins, ils vont faire des cauchemars rien qu'avec ce renard. Quoi. C'est marrant que tu aies parlé tout de suite du contexte politique de Guillermo del Toro, parce qu'en fait Gary, quand le premier truc qu'il est arrivé, m'a dit, je sais pas si c'était dans le conte de base et tout ça, mais le fait qu'il ait incorporé le contexte politique à l'Italie dans son film, c'était super intéressant ce que tu m'as dit sur le film de Guillermo del Toro. Oui, après Jérôme a très bien résumé, mais c'est vraiment la patte de Guillermo del Toro. Il aime bien mettre ça dans un contexte politique, comme tu disais. Surtout Seconde Guerre mondiale. Ouais, surtout Seconde Guerre mondiale, mais tu vois, rien que d'expliquer le fait que le petit Carlo, c'est pendant la première qu'il est tombé. En plus, donc vu qu'il a son petit côté iconoclaste, le bonhomme, il le fait mourir dans une église. Alors j'ai trouvé que déjà le contexte de la mort de Carlo, j'ai été extrêmement touché et peiné par ce qui découle après de Geppetto, mais le fait déjà de mourir dans l'église, comme tu l'as dit, c'est un peu le côté iconoplaste, voilà, mais surtout par le contexte de se dire que la bombe elle était même pas destinée, c'était en mode on va juste lâcher du lest, c'est ça, et la bombe elle tombe et il y a un gamin qui est là, quoi, et tu te dis mais ça doit arriver tellement combien de fois, quoi. Et c'est arrivé tellement combien de fois, en fait. Et c'est des vraies questions qui sont super importantes à se poser. Et ce film-là, rien que d'y penser, je vous dis, j'ai des frissons à la fin du film. Comme je l'ai dit, j'ai redécouvert le conte. J'ai mis un petit commentaire sur Letterboxd quand j'ai noté le film pour me dire que je l'avais vu. Franchement, je vous dis, il m'a mis les larmes aux yeux, ce film de Pinocchio de Guillermo del Toro, de partout, en fait. La fée bleue qui est super bien incorporée à sa sauce, avec la sauce ultra fantaisiste, derrière les esprits anciens avec ses yeux justement ultra bleus, le côté, la réalisation en stop motion, mais franchement c'est magnifique. Et de se dire que il a coûté que 35 millions de dollars à Netflix, et quand tu vois que Robert Zemeckis il fait 150 millions, mais mon Dieu, où va l'argent, quoi? Où va l'argent? Dans le salaire de Tom Hanks ou bien je ne sais pas, quoi. Non, mais je comprends pas. Et puis tu vois, Zemeckis, à chaque fois, il y a un truc, Zemeckis, il est souvent à l'avant-garde d'une technique. Mais totalement. Pour te faire un film. Là, il y a rien. Ben, je suis d'accord. Là, il y a rien. Je veux dire, pour Roger Rabbit, on t'incrustait, des dessins, et puis qui interagissaient avec des acteurs, etc. Je veux dire, même pour le Pôle Express, quoi. C'est la première fois qu'on faisait de la captation, de la motion capture sur les visages des acteurs, etc. Alors ok, c'est hyper cringe, mais maintenant à l'heure actuelle, non, même quand c'est sorti, mec. Mais non, mais toi, franchement, je t'avoue quand même que quand je l'ai vu le Pôle Express à l'époque, toi, j'étais pas en mode, ça fait un peu Vallée de l'étrange, tu vois. Ah ouais, si, moi j'étais. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu le vois et quand tu vois qu'il est comparé à Scrooge, qui est à peu près fait au même moment. Scrooge est mieux fait que le Pôle Express. Franchement, voilà. Après, comme tu l'as dit, c'était avant-gardiste sur les technologies.
moi, ce qui me peine, c'est justement, merde, même son dernier film en date, qui est avec Steve Carell, si vous ne l'avez pas vu, mais génial. Regardez-le, ce film, Et oui, incroyable. Bienvenue à Maïwenn. À Maïwenn. Mais magnifique ce film. Génial. Bienvenue à Maïwenn. Regardez ce film. Déjà d'une, pour la technologie, il anime les jouets par l'imagination en fait de Steve Carell qui s'est fait traumatiser en fait par des gros skinheads américains parce qu'il met des talons. Voilà, c'est une histoire vraie en plus, mais vu que c'est tourné à la Zemeckis, etc., il y a de la fantaisie qui est derrière. Bref, franchement, c'est un film, il a fait un flop monumental, pas mérité. Ah non, carrément. Pas mérité du tout. Franchement, bienvenue à Maïwenn, regardez-le, c'est une vraie leçon de vie. Et ça me fait chier de dire ça, parce que la leçon de vie, je voulais que Zemeckis il me la donne avec Pinocchio, et c'est Guillermo del Toro qui me la donne. Et franchement, ça me fait chier, parce que Robert Zemeckis, regardez, mon studio est aux couleurs de Retour vers le futur quasiment. C'est une grosse partie de ma vie et franchement je n'ai rien trouvé d'intéressant, mis à part on en parlait avec Mika en off. Moi j'ai bien aimé l'incorporation des clins d'œil à Disney vis-à-vis des coucous, mais comme tu l'as dit toi ça t'a gêné parce que ce n'est pas l'univers de Geppetto et que pourquoi il les a créés donc. Mais moi je me suis mis en fait de l'avis du spectateur et je me suis dit c'était juste cool en fait d'avoir tout Disney réuni, sachant que Disney depuis la nuit des temps utilise en fait la musique de Pinocchio dans tous ses films. Oui. Non mais voilà. Oui mais du coup à part ça. Ouais. Mais justement les coucous là ils servent à quoi à part ça? À rien tu vois. Non mais c'est ça. Et j'ai juste eu l'impression que c'était une sorte de balle renvoyée. Tu vois. Et tout à l'heure on parlait des décors à Disneyland qui sont de moins en moins chargés, où il y a moins en moins de détails, etc. Vas-y fais-moi un restaurant avec tous les coucous là. Éventuellement là ça veut dire quelque chose. Ou fais-moi une boutique avec ça. Mais la boutique de Geppetto existe à Disneyland. Quand t'es à côté de Peter Pan. Côté de Peter, c'est le chalet de marionnettes, non? C'est ça, c'est pas de l'univers de Pinocchio les chalets de marionnettes? Si, je crois. Bah si, je crois bien. Je crois bien que c'est ça. Je crois que c'est dans l'univers de Pinocchio le chalet de marionnettes. Ouais. Pour moi, c'est dans les mêmes, en tout cas de ce que l'on voit dans le film de Robert Zemeckis, c'est exactement en fait la même ambiance des maisons d'à côté. Le chalet de la marionnette, c'est un restaurant. Ouais. Mais alors je n'y suis jamais allé donc c'est vrai que je peux pas. Je crois bien que c'est en tout cas que c'est en lien avec Pinocchio. Il y a pas quelque chose à côté de Peter Pan qui est proche de Pinocchio. Je fais un court-métrage sur une attraction Disney. Pas, mais dans le coin de Pinocchio sûrement. Mais je sais même pas s'il y a quelque chose de Pinocchio à Disneyland. Un manège Pinocchio. T'as un manège Pinocchio qui est à côté du manège Blanche-Neige. Il y en a un. Ah ok d'accord, oui, tu vois, c'est un truc tu te poses et puis ça court et puis tu. Mais je ne l'ai jamais fait t'es dans les scènes du film et puis voilà c'est comme celui de Peter Pan finalement. Mais Peter Pan j'ai adoré. Oui non mais Peter Pan. Parce que t'es dans le bateau. Oui mais parce que t'es dans le bateau. Tu t'envoles. Magnifique putain. Non mais en vrai le Peter Pan j'ai un très très bon souvenir de ce manège. Pinocchio je l'ai jamais fait je vous avoue mais parce qu'il y a tellement de queues déjà Peter Pan. C'est ça. Moi toutes ces attractions là je les fais quand c'est la parade. Voilà. C'est le moment où il y a son père. T'as même pas besoin de coupe-fil. Si vous voulez plus d'astuces de Jérôme pour Disneyland, n'hésitez pas, contactez-le. Ouais, alors ce sont des astuces de boomer. Mais elles fonctionnent encore aujourd'hui. Ouais, elles fonctionnent peut-être encore aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait même pas Ratatouille, les enfants. Donc calmez-vous. De toute façon, on en reviendra à reparler de Disneyland Paris. On a quand même un invité qui fait un film sur une attraction. Exactement. Mais n'hésitez pas à demander vos conseils personnalisés en MP dans les commentaires. Exactement. Et justement, Mika, toi, ton avis sur le Pinocchio de Robert Zemeckis, il est plutôt négatif aussi quand même. Alors moi, j'étais très déçu. Alors, pas tant dans la réalisation, dans la technique, un peu tout. Moi, ça m'a gêné. Il y a beaucoup de séquences qui m'ont gêné. J'ai pas pu le voir en une fois. D'accord, ok. J'ai arrêté parce que je pouvais pas. La réal, moi, je me dis merde, on est en 2022. On a Robert Zemeckis, on a Tom Hanks, et vous faites ça, quoi. Ah mais clairement, c'est très déceptif sur le papier quand même. Robert Zemeckis, Tom Hanks, le revival de Forrest Gump X années après, je sais pas combien de temps, tu vois. Putain, t'arrives à Pinocchio, Geppetto, il fait mal quand même. Ouais. C'est pas qu'il est cringe dedans, Tom Hanks, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Ouais, il tire pas d'émotion réellement. Ouais. Et puis, alors... Là, on s'est posé la question en off tout à l'heure avec Mika en vous attendant. Est-ce que c'était déjà le cas dans le Pinocchio de Disney, du fait que finalement, il n'y a aucune connexion entre Geppetto et Pinocchio? Là, dans celui de Robert Zemeckis, Pinocchio, il voit Geppetto 2 fois. Au début, quand il le crée, il danse un petit peu. Et ensuite, après, il se récupère dans la baleine, dans Monstro.
Et c'est tout. Et c'est la fin du film. Oh, c'est le cas dans le dessin animé aussi. Hein. Dans le dessin animé, en gros, dès le matin, il va à l'école et il se sépare là. Putain, alors c'est aussi pour ça que j'ai préféré celui de Guillermo del Toro. Parce que ça a un amène. background sur le truc. Il y a un background. Non, mais c'est vrai. Il y a un background. Il y a un background par rapport à Pinocchio, à Geppetto. Parce oui. qu'au final, il a un fils qui est décédé. Puis au final, du coup, de par le fait le fils décédé, il décide de créer une marionnette. Pour remplacer un peu la présence de Carlos. Ça, tu vois, ça globalement dans le film de Zemeckis, je le ressens aussi. Le fait que Geppetto a perdu son fils et on sent qu'il essaye d'extérioriser son deuil, etc. par le fait qu'il refait le pantin. D'ailleurs, dans le conte de base, il le fait accidentellement. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait un pantin qui pleure et il se rend compte qu'il est proche de son fils. Voilà, donc et après ça devient Pinocchio. Mais là, globalement, moi, dans celui de Guillermo del Toro, ce qui est vraiment très très cool, c'est que il y a une vraie notion de dire que déjà d'une Pinocchio est différent de Carlo, vraiment, et surtout il y a toute une éducation à refaire. Là, Pinocchio, c'est ce que j'expliquais dans le Pinocchio de Disney, est ultra naïf, en mode oh merci papounet, je suis là, allons à l'école. Et là il y a un mec qui arrive et qui fait viens avec moi, je vais t'emmener au cirque. Ok, je viens. Non, tu vois, en fait. Oui. Après, ils l'ont fait naïf un peu façon Candide, quoi, finalement. Mais c'est parce que c'est Disney aussi. Je pense qu'on peut dans les films live action avoir un petit peu plus de profondeur. Le livre de la jungle le prouve et Peter et Elliot le prouvent. En vrai. Sincèrement. Ouais, peut-être, mais là, à l'heure actuelle, les live action. Aladdin ne l'a pas prouvé, et La Belle et la Bête non plus. Hein. C'est vrai que toi, Aladdin, t'as pas aimé. C'est mes Disney préférés, ça me fait bien mal au fiac, je te le dis. Écoute, t'as pas vu Le Roi Lion déjà ? Non, mais celui-là, il est pas dans mes préfs. Alors vraiment, ne regardez pas Le Roi Lion live action. Franchement. À part la prouesse technique de revoir l'histoire de la vie en live action, donc ça dure 5 minutes, j'ai trouvé le film totalement osef à côté, quoi. Même les scènes à côté, surtout, je trouve que en plus pour Le Roi Lion, vu que c'était extrêmement médiatique derrière, ils ont mis du star talent à tout va entre Alban Ivanov et Jamel Debbouze qui refont Timon et Pumba. Je crois même que Simba est joué par un star talent. Oui, Ryan Bensetti. Ryan Bensetti, merci beaucoup. Donc en fait, en vrai, je trouve que Le Roi Lion avait tout pour être globalement impressionnant à regarder. Mais sauf que le impressionnant à regarder, tu l'as au moment de l'histoire de la vie, parce que l'histoire de la vie c'est magnifique, c'est super beau à voir, le coucher de soleil, les animaux qui s'ameutent devant Mufasa, etc. C'est incroyable. Par contre, le reste du film, franchement, la chanson d'Oscar a été coupée, je ne comprends pas pourquoi, c'est incroyable. Tu vois pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a un petit contexte qui lève les bras droits. Je suis d'accord. Mais merde, c'est dans l'œuvre originale. Oui, mais regarde, la Pinocchio, il fume pas un cigare. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il boit pas de la bière. Il la tient seulement. J'ai regardé. Il la tient. Tout est édulcoré. Mais c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que Pinocchio, c'est le genre déjà que c'est censé te donner, parce que c'est quand même un peu moralisateur, Pinocchio comme histoire. Totalement. C'est le guide du parfait petit garçon. Et attention, si tu fais pas ça, il va t'arriver des bricoles. Attention, il ne ment pas, sinon ton nez il s'allonge. Ouais, et puis non, mais on l'a tous eu quoi ça. Attention, ton nez il va s'allonger. Voilà, même tous. Je le vois ton nez qui s'allonge. Je le vois. C'est la tata Géraldine qui te casse les couilles. Donc le repas du dimanche, vraiment. Il ment là. Regarde le nez il s'allonge là. Je l'ai vu. Remets-lui du poulet frites. Il y a Texas Ranger qui commence. Qui ferme bien sa gueule. Moi, on me l'a jamais fait. Moi, on me piquait toujours le nez avant. C'est vrai. On piquait le nez avant. Je suis désolé. Alors ça, c'est la génération TikTok. Vous ne connaissez pas. C'est terminé ça. Ça, c'est fini, les gars. J'ai pas le nez. Parce que ce que tu dis, c'est Disney 2022. Mais en fait, pour moi... Tu lances les Aristochats sur Disney+, ils te mettent, attention, il y a une scène un peu limite, avec un chat qui a les yeux bridés et des baguettes chinoises, tu vois. Sans déconner. Je te jure, il y a un message d'alerte au début. Pan, pareil. Peter Pan aussi. Oui, attention, ce film. Oh, mais où est-ce qu'on est là, les gars? Où est-ce qu'on est? Mais attendez. Regarde Pinocchio, ne serait-ce que les horloges. Les horloges avant, dans le dessin animé, t'avais une mère qui foutait des fessées à son fils. Là, maintenant, elle va pour lui foutre une fessée et t'as un gendarme qui l'arrête.
Pour pas qu'elle lui mette des WC. J'ai pas fait Ah, mais attention, ouais. j'ai Ouais. même pas Non, mais fait oui, gaffe. Super le truc, ça, le détail. Ah, Et oui, il y voilà. a un fossé entre Disney des années 60 et. Ah oui, et complètement. Alors, non, mais oui, et puis encore, je crois même que c'est bien avant Pinocchio, c'est les années Pinocchio, 50. c'est le deuxième c'est le deuxième long métrage de Disney Ah, après donc c'est Blanche-Neige. les années 30 et alors. c'est années 40, tout début Ah, 40. années 30. Ouais, je crois que Blanche-Neige est sortie en 29. Si je me trompe pas. Ouais, c'est puis un fossé, Il me c'est semble un que c'est taureau. années 40. De toute façon, chez nous, il est sorti dans parce qu'ils ont pris beaucoup de retard sur celui-là. Parce que Walt, en bon tyran qu'il était, a tout fait recommencer 8 mois de boulot parce que ça lui plaisait plus la direction que prenait le truc. Et et du coup, je crois chez nous, c'est sorti que qu'à la Libération. Parce que va sortir toi un film qui se passe en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a fait un flop de ouf. Ah oui, non, totalement. Et donc Blanche-Neige et les 7 nains, c'était en 1937 pour Walt Disney. Donc voilà quoi. Donc ouais, c'est clair qu'il y a un fossé entre ces années-là, clairement, et les années de 2022. Hein. Mais quand même, en vrai, bon, j'ai quand même été content de voir Woody quand même, merde. Ça ne me gâchez pas mon plaisir. Ouais, mais en termes de réalisation et de technique, quand tu vois Le Roi Lion, qui est une prouesse visuelle Ah, par incroyable, contre, oui, c'est une prouesse. Et là que tu vois Gepetto qui tient un modèle 3D de Pinocchio dans les bras et que le modèle il glisse des mains de Gepetto, tu te dis mais c'est un fossé. Et là justement, Mika, toi, en termes de réal, etc., est-ce que tu te dis pas ce côté-là, est-ce que c'est parce que il était déjà d'avance prévu pour Disney+, et ils se sont dit les effets spéciaux, on va pas tout mettre dedans? Bah s'ils font ça, c'est triste. Hein. Parce que là, ils se dégradent eux-mêmes en fait en faisant ça. Je trouve ça vraiment triste. Mais il y a plein de choses comme ça. La réal. Par contre, le renard, il fait flipper parce qu'il est cringe, etc. Mais en termes de poils, en termes de texture, j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien joli quand même. J'ai trouvé le chat un petit peu plus. Déjà, on le voit un peu plus vivement, donc c'est difficile de voir les détails. Mostro est plutôt lisse comparé au renard, je trouve. Tu vois. Là, il y a des tentacules monstrueux. Oui, pourquoi les tentacules d'ailleurs C'est une baleine, hein. Oui, c'est une baleine normalement. Ils disent que c'est un monstre. Dans le conte, Gepetto se fait avaler par un requin. Après, chacun, enfin, je veux dire, voilà, c'est un requin, c'est une baleine. Je veux dire, voilà, c'est une baleine qui a des molaires. Excusez-moi. D'ailleurs, on a une vibe un peu de requin dans celui de Guillermo del Toro. C'est Guillermo del Toro. Parce que on voit les longs quoi. On voit l'aileron. Ouais, la suite Zemki, moi j'aurais plus l'impression de voir Cthulhu. Hein. Ah, c'est un peu mais Cthulhu. C'est pour ça que moi je l'ai bien aimé. Juste le design de Monstro, j'ai bien aimé. Parce que justement, t'avais ce côté un peu vraiment fantastique, un peu surnaturel, et c'est un des points positifs que j'ai. D'accord, ok. Donc recentralisons un petit peu nos pensées. Si vous devez en conseiller un à nos auditeurs, les amis, vous conseillerez lequel? Gary. Bah toi t'as pas vu celui de Zemeckis, mais donne ton avis sur celui de Guillermo del Toro. Je pense que tout dépend de l'âge. Aussi, ouais. De l'âge, parce que un enfant de moins de 10 ans, je veux dire Disney, si t'as plus de 15 ans, peut-être que Guillermo del Toro pourra te toucher quand même. Ok. Non mais je comprends. Toi Jérôme? Non, celui de Del Toro à fond quoi. Enfin, je veux dire, si vous êtes un peu éveillé, que vous aimez le symbolisme, etc. Je veux dire, enfin rien que le siège de la conscience, c'est dans le cœur de Pinocchio. Merci. Enfin, dès que j'ai vu le trou installé, je me dis alors il va le mettre où? Alors ce sera sa tête ou ce sera son cœur? Allez, dis-moi Guillermo. Oh c'est son cœur, c'est mignon. Voilà. Enfin ouais, non, si vous aimez ça, allez-y à fond. Enfin puis vous serez pas déçus de l'histoire et vous serez pas déçus d'avoir vu un Del Toro. D'accord, ok. Toi Lucas? Moi déjà je vais donner mon avis parce que je ne l'ai pas donné encore. Justement, c'était le but de recentraliser un petit peu nos avis. Donc voilà, donne ton avis. Donc, et ensuite après si tu dois en conseiller un, lequel? Alors moi du coup les deux sont très frais, je les ai vus aujourd'hui. Donc moi j'ai vu hier les deux. Et donc alors j'ai préféré celui de Del Toro. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup le monsieur. Ça déjà ça joue un peu. Tu l'as vu en vrai non? Je crois non? Non, je ne l'ai pas vu en vrai. Pas encore. Pas un encore. jour peut-être. Un jour. Guillermo, if you listen that, I will find you. Non et je trouve que déjà le fait de l'avoir en stop motion, déjà ça rajoute quelque chose. Je trouve que ça rajoute plus d'authenticité à l'œuvre. Et comme Jérôme l'a dit, il y a tout le symbolisme aussi qui donne par rapport au fait que il y a putain j'ai oublié le mot.
Non, mais il y a un symbolisme. Voilà, non, mais il y a un symbolisme. Et puis voilà, non, mais c'est ça, c'est que t'as toute une ambiance, t'as toute l'époque et tout. Et du coup, ça fait qu'il crée vraiment un enjeu à tout ça. Et après, alors, un petit détail en plus, c'est que si on regarde bien, t'as beaucoup de petits clins d'œil qu'il a glissés par rapport à ses anciens films. Oh, d'accord. Notamment au film L'échine du diable, où par exemple, t'as un passage où t'as des bombes qui sont larguées. Et en fait, c'est le même plan où tu vois la bombe larguée de dessus, comme ça, c'est le même plan. Un plan où tu vois la gueule de Jésus, c'est pareil. Et en fait, t'as plein de petits plans un peu comme ça, qui sont justement des clins d'œil à ces films. Et ça, déjà, je trouve ça incroyable. Ensuite, ouais, non, vraiment, pour moi, ça va être Guillermo en premier, parce que voilà, il y a tout. Il y a tout ce qu'on aurait aimé avoir, je pense, dans Suite Zemkis, c'est-à-dire vraiment toute une histoire et un enjeu, et bien suivre vraiment t'as vraiment une relation entre Geppetto et Pinocchio. Ouais, moi c'est ça tu qui veux est voir vraiment. Ou les émotions aussi. Ah ouais, les émotions. Ouais, c'est ça. Quand il dit dans le film que la vie est faite de souffrance et que la vie éternelle est faite d'éternelle souffrance, et qu'à la fin il se retrouve tout seul parce que tous ses amis sont morts. Wow. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Ah non, puis truc de ouf par rapport à ça, hein. La vie n'est que souffrance, etc. C'est la thèse de tout le film. Oui. Et quand tu regardes donc la conscience, donc c'est pas Jiminy Cricket qui s'appelle Sébastien. En plus, il s'appelle Sébastien J. Cricket. Voilà, Sébastien James Cricket. Donc je suis sûr que déjà il y a du Jean-Sébastien Bach en fond dans l'hommage là, à ce niveau-là. Et il a une photo encadrée quand il s'installe dans Pinocchio, et c'est la photo du philosophe Schopenhauer. Schopenhauer, c'est le mec qui disait que la vie c'est que de la merde et que tu vas de galère en galère. Et ce pauvre Criquet, il fait que ça du début. D'ailleurs, c'est lui enfin un peu le comic relief, parce qu'à chaque fois il est là genre je vais faire mon taf et pouf, il s'en reprend une. Ah oui, dès qu'il commence à chanter sa chanson sur son père. Ah oui, non, mais génial. Qu'on a même le générique, on l'a au générique quand même. Et voilà, et je me suis dit mais oui, parce que quand j'ai vu, j'ai fait Schopenhauer. Hop, j'ai mis le truc en pause, je suis allé regarder, j'ai dit oui, c'est bien lui. Je me suis dit, oh, toi, tu vas morfler. Et ouais, en fait, toute la thèse du film, elle est là-dessus. En fait, non, mais je vous dis, que la vie, c'est qu'une galère, et tu vas aller de galère en galère, et puis les moments de pause, voilà, c'est des moments de pause ou des moments de galère. Mais merci, juste merci. Ah ouais, non, mais c'est clair. Franchement, moi, je vous avoue que le Pinocchio de Guillermo del Toro, c'était quand même très quelque chose à vivre. Vient de me rappeler vraiment la scène de fin où tu vois vraiment les trois. Ah, c'est dur. Ah, rien que d'y repenser. Rien que ça, quoi. Ah non, mais rien que d'y repenser. La scène de fin, elle est déjà elle est extrêmement bien filmée. On peut se permettre des choses beaucoup plus folles en stop motion parce que bon, on n'est pas sur des vraies personnes. C'est trop bien fait. Franchement, il y a même des moments, je me suis dit, c'est tellement fluide, mais putain, t'as mis des effets spéciaux ou des trucs comme ça. Et j'ai vu une partie du making-of, ils se sont fait chier, vraiment. C'est du image par image, du image. Oh là là. Ah, puis en ce moment, Del Toro, il fait des séances masterclass où il parle justement de ce film-là pour toute la promo du film. Puis à chaque fois, il ramène toujours la petite marionnette, le petit pantin de Pinocchio. Oh là là. Et en fait, quand t'as des gamins qui viennent à ces événements-là comme ça, en fait, ils leur laissent le petit Pinocchio pour qu'ils puissent jouer avec, l'animer, le faire bouger, tout ça. Incroyable. Et c'est incroyable. Mais de toute façon, le film, rien que tu regardes le fait que, tout le rapport qu'il y a par rapport à la mort et tout ça, mais c'est super bien abordé. Ouais, justement, et c'est là qu'on peut voir aussi que Disney peut faire des choses bien. Parce que Coco avait un rapport à la mort qui est super intéressant aussi. Coco par rapport à la mort et en avant par rapport au deuil. Exactement. Et ces deux-là, c'est vraiment sur cet aspect-là, ils sont incroyables. Ouais, et comme quoi Disney peut faire encore des bonnes choses, c'est clair. Je trouve que, comme on l'a dit, c'est très déceptif sur la part de Pinocchio parce que sur le papier, comme tu l'as dit, Mickaël, Zemeckis, Tom Hanks. On en attend beaucoup. Zemeckis, c'est un grand monsieur du cinéma. Il a révolutionné le cinéma à sa façon. Franchement, je vous le dis, c'est une petite pépite, quoi. C'est dommage que c'est une petite pépite, Robert Zemeckis, et c'est dommage d'avoir un Pinocchio comme ça pour sa part. J'espère que son prochain film sera fait, on va dire, un petit peu plus indépendamment et qu'il puisse nous proposer quelque chose d'intéressant. Mais moi, si j'avais quelque chose à vous dire, regardez Bienvenue à Maïwen. Faites une seconde vie à ce film, clairement, plutôt que Pinocchio. Et si vraiment vous voulez vous concentrer sur Pinocchio, allez-y sur celui de Guillermo del Toro. Si vous êtes, comme tu l'as dit, éveillé, et si vous êtes prêt en fait à encaisser justement la dure réalité de la vie, c'est un petit moment de poésie avec de la fantaisie qui vous ramène à la réalité. C'est magnifique. Franchement,
C'est franchement beau. De la poésie réaliste. C'est franchement beau. Bravo Guillermo del Toro. J'ai pas vu sa fameuse série et franchement, en regardant le film Pinocchio hier, je me suis dit, il faut que je le regarde son cabinet. Le cabinet de curiosité, cabinet de curiosité, franchement, j'ai tellement envie de le voir. Il y a du tu l'as vu, le Labyrinthe de Pan? Oui, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré le Labyrinthe de Pan. Pareil. Labyrinthe de Pan, pareil, j'ai adoré. Ah oui, il faut regarder aussi Les Chines du Diable. Les Chines du Diable. J'ai jamais vu Les Chines du Diable. Je l'ai à la maison, je te le passerai. Mais ça marche, mon aussi. petit Lucas. Eh ben écoutez les amis, on passe tout de suite donc à la séquence The Interview, donc de Mickaël Place. Pas de jingle, vous connaissez, on attaque tout de suite. Voilà. Alors Mickaël, justement, j'aimerais que tu te présentes un petit peu auprès de nos auditeurs. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer dans le monde du cinéma et un petit peu la genèse de Star Tours? Comment t'en es fait en fait à arriver justement à faire ce court-métrage dans l'univers de Star Wars? Et justement, si je rends hommage à l'attraction, c'est parce que c'est elle-même qui m'a donné envie de me lancer dans le cinéma. C'est elle qui m'a fait découvrir Star Wars. J'avais 4 ans la première fois que j'ai fait l'attraction. Et la première chose que j'ai dit en sortant, c'est « Il conduit mal Rex ». Ça m'a toujours resté, hein, je le pense toujours d'ailleurs. Il fait bien de plus être aux commandes. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir Star Wars par R2D2, C3PO, tout cet univers un peu futuriste, des vaisseaux, des combats spatiaux, tout ça. Et petit à petit, par les Star Wars, les décors, la réalisation, les making-of, tout ça, comment faire du cinéma. Et puis j'en suis venu à faire une école de cinéma sur 3 ans à Lyon. Et voilà, me lancer moi-même dans la réalisation après, pour réaliser moi-même mes projets, mes films, mes courts-métrages. Voilà, les décors aussi. Et oui, justement, là c'est vraiment, là tu entames diverses questions que j'ai à te poser. Donc Star Tours, globalement, donc c'est un très très gros projet. Est-ce que c'est ton projet, ton seul projet vraiment, où tu as eu le temps de faire d'autres projets perso derrière ou non? J'ai fait des petits projets, je garde des projets pro aussi, bien entendu, parce que je suis dans la réalisation pour des entreprises. Mais en projet perso, depuis Star Tours, j'en ai fait un et j'ai arrêté. Je me suis consacré vraiment sur Star Tours, ça fait 6 ans que je suis dessus. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à faire long. Et donc j'aimerais passer à autre chose. Mais je veux pas le bâcler non plus parce que pour moi c'est important. Carrément. Mais en soi, non, j'ai des idées. Je n'écris rien tant que je n'ai pas terminé celui-là. Mais j'ai des idées de prochains courts-métrages, j'en ai à peu près 4 ou 5 en tête. Là. Ça c'est bon, ça c'est bon, parce que nous avons eu la chance de voir l'introduction du court-métrage Star Tours Last Lunch, juste avant l'enregistrement de l'émission. Avant que j'entame d'autres questions, les amis, est-ce que vous avez des questions? Gary, t'en as une pour Mickaël ou pas? Ou Jérôme? N'hésitez pas. Non, du coup, tu dis 6 ans de boulot, ça représente beaucoup de temps personnel. Oui. Mais aussi... J'ai eu niveau budget, tu as fait une demande de financement. De financement. Exact. Ça suffira ou il faut autre chose à côté en plus? Alors, au départ, je finançais toute ma poche. C'était l'autofinancement. Et puis, au bout d'un moment, on m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas un financement ?» Donc, j'en ai lancé un. J'avais demandé 2500 €. J'ai eu 4635 €. Ce qui, pour moi, est incroyable. Ça m'a permis de partir aux US. On en reparlera un peu plus tard. Ça m'a permis de faire de nouveaux décors, d'allonger un petit peu le court-métrage par de nouvelles scènes qui n'auraient pas pu être possibles au départ, justement par la création de décors. Mais oui, non, ça m'a en soi, maintenant, il m'en reste encore que je n'ai pas dépensé, qui me serviront pour les avant-premières du coup qui auront lieu dans toute la France. D'accord. Parce que l'extrait que tu nous as montré, moi j'étais bluffé par les effets spéciaux, je trouve ça vraiment magnifique. Et après, j'y connais rien du tout en effets spéciaux, je sais pas si ça demande des logiciels particuliers. Cher, je sais pas du tout. Justement, en fait, je veux mettre en avant aussi ce fait-là, c'est que toute la modélisation 3D, alors toute la modélisation 3D quasi que nous on a fait, on est 2 à la faire, enfin 3 maintenant, et les modèles 3D sont faits sur des logiciels gratuits. Donc SketchUp, il y a une version gratuite de SketchUp et Blender pour les rendus 3D, l'animation et tout ça. C'est bien, c'est une belle, c'est hyper détaillé, c'est vraiment magnifique. Non, mis à part ça fait une super vitrine à ces logiciels gratuits, c'est très bien ça. De fou, et en plus de ça, je trouve que la démarche de Mickaël est vraiment super intéressante parce que on est là pour vous dire, comme on le disait, si tu as envie de faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Merci, merci le poète. Merci le poète d'Orelsan, exactement. Mais c'est ça
principalement le gros problème. Et Mickaël, t'es vraiment à fond dans le côté DIY, dans le côté fait maison. Je pense que, je sais pas si les chroniqueurs ont pu le voir, mais t'as fait quand même un décor complet d'une room, d'une chambre d'un mec de Star Tours chez toi, quoi. Ça, c'est un truc qui te tient à cœur, le côté fait maison. C'est une façon de contrôler, de garder le contrôle total sur ton court-métrage, ou c'est une façon justement de montrer aux autres, entre guillemets, on peut le faire tant qu'on a la volonté. C'est ça. En fait, c'est ça pour moi. Si on peut le faire, je voulais pas qu'il soit entièrement en 3D parce que c'est quand même triste, je trouve maintenant. Je voulais qu'il y ait de l'authentique dedans, donc j'ai refait. Puis à travers le court-métrage, je montrais des choses qu'on ne voit pas forcément dans Star Tours, du moins. Et du coup, oui, j'ai modélisé en 3D et après créé par moi-même, du coup assemblé en bois. Enfin voilà, je suis un peu bricoleur, donc ça aide. Le décor de la chambre, mais aussi une base. Avec un ami, on a travaillé dessus, où lui, il m'a aidé à faire toute l'électronique. Donc on a une console qui clignote dans tous les sens, avec des boutons fonctionnels. Quand on appuie sur un bouton, ça allume des boutons, enfin, ça s'allume des lumières, des choses comme ça. En fait, je voulais garder cet aspect authentique des Star Wars, en fait, hein, vraiment. Et puis, ce côté un peu sale aussi des décors. J'aime pas quand c'est trop propre. Parce que Star Wars, le premier Star Wars, c'est immonde, hein, c'est sale, c'est à part l'Empire, tout ça. Mais le reste, voilà, c'est... On est dans la cambrousse, hein, dans la cambrousse de l'espace. C'est ça. Star Wars, c'est celui qui a introduit le futur usé, comme on l'appelle. C'est ça qui rend vraisemblable le truc. C'est pas un truc tout lisse, tout propre, où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Non mais c'est clair, on est loin d'un futur à la Minority Report, quelque chose de très aseptisé, ou à la Bienvenue Gattaca. Ouais, Welcome to Gattaca. Ouais, Welcome to Gattaca. Après, Bienvenue à Gattaca, c'est propre, c'est parce que... c'est le côté aseptique, hein, c'est ce qui veut ça, mais c'est un autre type de futur, tu vois. Surtout parce qu'il est tout le temps en train de nettoyer aussi, le pauvre. Oui, c'est sûr aussi. Non, mais après, ça me fait penser aussi, on avait vu Blood Machine. Oui. Et en fait, ça me fait penser beaucoup à ça, parce que c'était un film avec la musique composée par Carpenter Brut. Et le film se coupait en deux parties. Tu avais 45 minutes de court-métrage et 45 minutes de making-of. Et en fait, le making-of, tu vois, comment ils ont créé tous les décors, le petit travail qu'il y a avec la bande-son, les acteurs et tout ça. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, mais c'est vraiment pareil. Et c'est disponible sur Shadows. C'est dispo sur Shadows, exactement, voilà. Plateforme plus concentrée sur l'horreur, voilà. Et justement, les réalisateurs qui ont fait justement Blood Machine, qui ont fait aussi un des clips de Carpenter Brut, si je me trompe pas, ils se considèrent un petit peu comme des réalisateurs de cinéma de garage. C'est-à-dire des mecs en fait qui font des trucs fait maison. On prend des trucs genre du métal comme ça, on va couper cette machine, on va le mettre sous exposé, ça va nous permettre de faire ça. Bref, c'est du DIY à fond et c'est très intéressant. Et justement, toi, tu me fais penser un peu à ça, Mickaël. Ce côté, quand je parle de ça, je ne vois pas du tout péjorativement. Au contraire, j'aime le côté récup, j'aime le côté justement DIY. On a essayé de le refaire au maximum pour le nouveau studio que vous avez pu découvrir sur les réseaux. Donc voilà, franchement, moi, ça là-dessus, c'est un gros chapeau. C'est 6 ans de travail vraiment incroyable. Il y a un petit peu de stress quand même quand on s'attaque un peu à la commu Star Wars ou à la commu de Disney avec Star Tours, du fait que c'est une attraction qui est mythique pour Disney. Il y en a un petit peu, mais après, faut assumer les choix qu'on fait, en fait, tout simplement. Faut se dire, de toute façon, c'est moi qui le réalise. Si les gens sont pas contents, voilà, dommage, hein, désolé, c'est ma vision, en fait. Tu vois. Le réalisateur apporte sa vision de la chose. Donc, j'essaye de mettre un peu en lien tout ça. Enfin, je mets en lien déjà les deux versions de l'attraction, chose qui n'est pas du tout évidente. On va pas se le cacher, parce qu'en termes de chronologie, c'est un bordel sans nom. D'accord. Déjà la première, la deuxième, on n'en parlera pas, voilà. Donc déjà pour écrire un court-métrage qui met en lien les deux versions, je me suis tiré les cheveux Et puis la première version n'est pas canon dans les Star Wars. La deuxième, oui. La deuxième, oui, parce qu'ils l'ont intégré, le vaisseau est intégré dans Star Wars 7 et dans Star Wars 9, mais dans le 9 on le voit pas. Du coup il a été coupé juste avant, mais dans le 7 on le voit, en tout cas sur Jakku. Donc il est canon, la deuxième version est canon, par contre la première est pas canon du tout. L'étoile noire qu'on avait à la fin, c'était juste une guerre d'ego entre les Imagineers, donc les ingénieurs de l'imaginaire. Il y en a un qui voulait l'étoile noire, sauf que ils avaient écrit toute la storyline pour que ça se passe après le retour du Jedi. D'accord. Mais un des Imagineers en charge du projet a dit non, je veux l'étoile noire parce que les gens veulent vivre ça en fait.
Donc ils ont intégré l'étoile noire à la fin, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Finalement. Donc ils justifient ça par le fait que c'est une 3e étoile noire. Enfin, ils justifient, c'est sur internet, tout ça se justifie après. Ouais. Ils justifient pas grand chose réellement. Quoi. Ils disent juste, bon, c'en est une autre, taisez-vous. Il y a l'étoile noire, ça va. Donc ok. J'en connais qui sont justifiés et ça passe pas non plus. Hein, oui, voilà. Oui, c'est clair. Bon, Jérôme, est-ce que tu as une question vis-à-vis de Mickaël, etc. De son court-métrage déjà. Ouais, mais je suis impressionné de voir tout ce que tu as fait, etc. J'ai regardé les making-of, etc. Franchement, c'est cool. J'ai beaucoup aimé celui où tu dis ouais, quand j'ai vu ce décor-là, j'ai dit ça, je le veux. Etc. Et après, tu te corriges, tu dis ça, je l'aimerais bien. Et ça, je le veux. Et je me dis, c'est génial d'arriver à se projeter en voyant juste ça. Et genre, ça, je vais pouvoir en faire ça. Même quand je vous vois devant, enfin, quand je vois diriger les gens devant le fond vert, je me dis, mais c'est pas possible. Mais comment tu fais ça, en fait? Tu vois, les gens dont c'est le métier encore. Qu'ils soient habitués, etc. Après, c'est son métier. Hein. Je pense. Ouais, c'est mon premier après. Donc, oui. Mais. Enfin, déjà diriger des gens, c'est pas simple. Non. Mais alors les diriger dans le flou total là, je peux vous dire, c'est pas facile. Grosse galère. Ça doit être une bonne grosse galère. C'est compliqué parce que moi j'ai ma vision, je vois la scène, je vois l'action, je vois le décor virtuel qui va être intégré après, là où ça se passe. Mais c'est vrai que pour Joris qui connaît que l'attraction, après il connaît les Star Wars bien sûr, mais il connaît que l'attraction de base, le fil d'attente, tout ça. Là je lui dis bon alors là t'as une console, là t'ouvres un boîtier, t'appuies là machin. Dernier jour de tournage, on était un peu fatigué. Il me dit, tu sais que je comprends rien à ce que je fais là. Je comprends rien du tout à ce que je fais. Il me semble que, dans les making-of du Star Wars épisode 1, etc., ils étaient perdus aussi comme ça quand tu avais les interviews des acteurs, etc. Parce qu'il y avait des fonds bleus partout. C'est dans le 2 et le 3 sur ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils faisaient. Des fois, j'ai un vague souvenir d'interviews sur mes CD de Ciné Live. Ça, c'est vraiment le truc de vieux. Le bon contexte de boomer, vous l'avez là? Non, vous l'avez pas. Vous savez même pas ce que c'est qu'une galette. Hein, Et on parle pas de celle du premier. Non, et celle-là, elle est pas bretonne. Mais ouais, non. Franchement, ouais, ça devait être une belle galère, etc. Je suis ravi d'apprendre que comme on a la même histoire avec Star Tour finalement. Parce que moi, la première fois que je suis allé chez Disney, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Et la première attraction que j'ai jamais faite chez Disney, c'est Star Tour, quoi. Okay. J'avais peut-être bien vu Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque seulement. Et j'étais là-dedans, mais émerveillé de ouf. Et quand je suis sorti j'avais visité l'étoile noire, quoi. Et puis, j'avais vu des astéroïdes et tout. J'étais comme un gueudin. On a survécu, quoi, en fait. Mais ouais, exactement. On a survécu. Alors même si ça n'a pas de bon sens de se retrouver dans l'étoile noire, etc. N'empêche que c'était quand même super cool. Et du coup, je suis ravi d'apprendre que c'est le cas pour toi aussi, parce que c'est le genre de truc qui te dit, ouais, en fait, je poursuis l'aventure d'un film autrement, et du coup je pense que je vais continuer parce que c'est vraiment cool l'image, tout ce que ça te donne comme sensation, quoi. Ça apporte beaucoup en vrai, hein. Ça apporte beaucoup. Et puis le fait qu'on découvre Star Wars aussi avec d'autres droïdes, on a C3PO, R2D2 dans la file d'attente. R2D2 on le retrouve après sur notre vaisseau, il nous accompagne, mais le fait qu'on vive l'aventure avec un nouveau droïde qui est Rex. Ouais, et puis il est là en circuit en plastique, quoi. Hein, donc il se tourne vers nous, c'est son premier vol pour nous aussi, du coup. Tu l'as refait, Rex, non? Non. Alors en 3D, oui. En 3D, oui, en 3D, voilà. Oui, avec Pierre qui m'a fait un magnifique modèle 3D. Moi, je l'ai tout texturé, mais oui, on a un modèle de Rex qui est incroyable. Et c'est ça qui est un challenge aussi, parce que j'ai débuté la 3D pour ce projet-là. Je n'ai jamais fait de 3D avant. La première fois que j'ai ouvert Blender, il y avait ce cube au milieu, j'arrivais même pas à le supprimer. J'ai fermé Blender. J'ai dit ça, j'y toucherai plus tard. On va faire les prises de vue. On va commencer par les décors, on verra après. Normal. Et du coup, voir ce qu'on arrive à faire avec l'animation et tout ça, en regardant des tutos sur Internet. C'est ça que je veux mettre en avant aussi, c'est qu'en fait, quand on veut le faire maintenant, tout est accessible pour le faire. Et c'est en plus gratuitement.
Blender est d'une puissance incroyable. C'est ça, et puis d'autant plus que je pense qu'avec la communauté Star Wars qu'il y a, etc., tu dois avoir des modèles déjà faits. Éventuellement, tu as des articulations à refaire peut-être mieux. Et puis faire tes textures pour caser la tronche dont tu as besoin, etc. Mais c'est ça la force aussi de la communauté Star Wars, parce que je me souviens il y a une quinzaine d'années en arrière où pareil on avait un projet de court-métrage avec un pote dans l'univers de Star Wars où on voulait mélanger Star Wars et Naruto. Bref, j'arrête de teaser, ça n'arrivera jamais. Je veux le voir. On s'est dit ouais non mais pourquoi il y aurait que la force? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir de chakra en plus? Bref, on était dans un bon délire. Et enfin déjà les trucs de fou qu'il existait déjà, alors qu'il n'y avait pas de logiciel gratuit. Et bon bref, on faisait des choses pas bien. Bah là on a beaucoup de modèles, justement le financement a permis ça, cool, d'acheter des modèles sur internet aussi. Des droïdes, des vaisseaux, le TIE Fighter par exemple, c'est achat internet, le cockpit aussi de l'intérieur. Le cockpit là qu'on a vu là, c'est de la 3D. C'est de la 3D. J'ai cru quand même que c'était. Ça prouve que c'était bien fait. J'ai cru que c'était un décor. Non, c'est de la 3D. Le cockpit c'est en 3D. Waouh, impressionnant. Oui. Impressionnant. Oh là là, il a été filmé que sur fond vert. Il a même pas le dossier, il a rien. C'est que de la 3D. Waouh. Ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, non mais là c'est alors vraiment je peux vous le dire, nous on a vu vraiment cette partie là du film, c'est impressionnant. J'ai eu la chance d'être dirigé pour un petit caméo sur du fond vert aussi. Je peux vous dire que j'ai ressenti ce que Ian McKellen disait sur le Hobbit, comme quoi c'est triste quand même le cinéma. Et par contre quand on se voit après sur le décor, on se dit pas si mal quand même. Non, en vrai, je peux comprendre, mais voilà, c'est quand t'as connu le cinéma d'avant, comme Ian McKellen, et de voir le Hobbit après, t'as connu le Seigneur des Anneaux, vraiment les décors magnifiques. T'es en Nouvelle-Zélande, bref, tu dois passer un moment, mais au poil, et t'es payé. Là après, tu te retrouves, t'es à Hollywood, il fait encore chaud, t'es sur fond vert, t'as pas bougé d'un poil, et finalement t'es encore en Gandalf, t'as les boules là. Même si t'es payé. Ouais. Ouais. Non, t'avais les boules aussi dans la salle. Hein. Oui. Ah, Quoi? Désolé. Le ton pastel dégueulasse du Hobbit, est-ce qu'on en parle? On en a parlé dans notre Back to the Review sur les anneaux de pouvoir, les amis. N'hésitez pas, allez le stream, c'est dispo. Donc, vous avez d'autres questions sur la genèse? Parce que tu nous as parlé de ton voyage aux États-Unis. Tu y as été globalement pourquoi en fait pour ton court-métrage? Eh ben, j'ai eu la chance d'avoir, en contactant Tim Delaney qui est en charge du projet Discoveryland en France, donc il a conçu toute la partie Discoveryland en France et donc en charge du projet Star Tours aussi. Ça va arriver Discoveryland chez nous? Mais c'est déjà, nous c'est Discoveryland, c'est toute la partie Jules Verne. D'accord, ok, oui, Discoveryland. J'ai cru que t'étais en train de leaker comme quoi on allait avoir une zone Star Wars chez nous. Non, vraiment Discoveryland, c'était toute la zone un peu futuriste. Et comme Disneyland Paris, enfin Euro Disney quand il est arrivé, c'était une tollée. Les Français n'en voulaient pas. Ils se sont dit bon, on va quand même faire une zone futuriste, mais il faudrait quand même qu'on parle un peu de l'histoire française. Qu'est-ce qu'il y a en auteur? Ah tiens, Jules Verne, voyage dans le temps, machin. Bon, c'est pour ça qu'on a le Nautilus, je crois. Nautilus, Space Mountain de la Terre à la Lune. On avait Visionarium où tu voyais Jules Verne à l'intérieur. Enfin, il y avait tout un land. Space Mountain appartenait à Discovery en fait avant, et ça allait. Il n'a pas ouvert tout de suite. Il a ouvert en 95. Ouais. D'accord, ok. Ça arrivait tard. Vous m'apprenez des choses en fait parce que je sais que maintenant le Space Mountain est relié à Star Wars. Tristement, mais oui. Ouais, tristement, j'ai l'impression. Donc voilà. Parce qu'il y avait quand même tout un univers avec le fait que ce soit un canon, etc. Enfin, justement, on parlait de Méliès en off tout à l'heure. Enfin voilà, enfin bref, t'avais tout. C'est beau ça faisait aussi un écho au cinoche français, merde. T'avais tout cet imaginaire-là, etc. Du coup, de passer tout neuf. C'est ça. Vois, en mode steampunk, etc. Et j'aime bien cette zone, moi. Mais du coup, avant, t'avais pas Buzz l'éclair. T'avais du coup, vraiment ça se perd. Tout un Circle Vision, donc un cinéma. Enfin, il est cool. Un cinéma à 360. À la place de Buzz. Ouais, à la place de Buzz. Et c'était un film où tu suivais Jules Verne, qui se retrouvait à notre époque moderne et qui. Il voyageait dans le temps, en fait. T'avais des droïdes aussi. Tu vois l'intro des visiteurs avec comment. Non, mais moi, ça m'avait fait penser à ça à l'époque où t'as donc. Père Horus. Non, mais où t'avais donc Montmirail, enfin c'est pas l'intro, mais Montmirail qui est sur son canasson, etc. au galop, et il passe, il y a sur le TGV, à côté t'as l'autoroute. Ah mais non, voilà. Et puis t'as le comment, c'est pas un Boeing du coup, c'est un Airbus qui passe, etc. Bref,
tu vois, en mode il y a tout ça, etc. Et bah là, c'était Mon Jules Verne qui découvre en fait. Jacouille, mon Jacouille. C'est ça, c'est là. Jules Verne qui découvre que toutes les choses dont il avait parlé finalement sont arrivées, etc. Et voire même plus après quand ils vont dans notre futur hypothétique. Enfin, c'était super sympa. Il y avait vraiment un beau cast. Hein. Alors je sais plus exactement qui faisait les voix, là j'ai un trou, mais en tout cas il y avait Depardieu dedans. Ah ouais. Non, il y avait vraiment un beau cast. J'ai été très tard à Disney, hein, les amis. J'y suis allé. Je crois que c'était déjà Mission 2. Hein. Ah oui. Donc voilà, sur Space Mountain. Hein. La première fois de ma vie, je n'ai jamais connu Space Mountain 1. En fait, il a duré 10 ans, Space Mountain. Ouais. Je crois que c'est en 2005 qu'ils l'ont fermé. Tu vois, donc voilà. Dites-vous bien que moi, la première fois que je suis allé à Disney, je n'ai jamais connu Space Mountain 1. C'était Mission 2 déjà. Le 1, moi je l'ai vu dans les publicités, je l'ai vu en vrai, etc. Mais je le voyais dans mes cassettes, j'avais moi. pas le droit de le. Oui, moi aussi. Oui, il y avait les pubs. Les pubs sur les cassettes Disney où tu voyais Euro Disney, justement. Entre deux bandes annonces pour la VHS de l'an prochain. C'était cool, c'était vraiment cool, ça, cette période-là. Walt Disney Pictures présente. Avec la voix de Jacquard. Non, c'est la voix de Morgan Freeman à ce moment-là. Mais oui! Mais j'ai dit Jacquard, mais je pensais à Jaffar, bordel. Jacques-Henri. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas de Paula, non. Pas de Paula, non. Attends, Jean-Michel a bêtement tiré la manette. Bois, c'est laid. Bah, c'est laid. C'est ça qui fait marcher les télés. Alors, ça, c'est le cinéma français, messieurs, dames, bordel. La boîte à combat doit flamber, boum. Bref, si vous voulez entendre parler de cinéma français, notre émission notre Back to the Review. Non, c'est notre saison 5, épisode 2. Il était une fois le cinéma français, c'est déjà dispo, n'hésitez pas à le stream. Et du coup, pour continuer, donc team de l'année, qui a donc fait toute la partie Discoveryland, je le contacte en lui disant voilà, je réalise un court-métrage porté sur Star Tours, qui met en lien les deux versions, tout ça. Je lui fais un mail, je lui envoie un site avec des images making-of, des images un peu exclusives aussi, pour donner envie. Et je lui dis, est-ce que vous pensez aussi qu'il serait possible de contacter Tony Baxter, qui est le créateur de l'attraction originale Star Tours. Donc un des imaginaires. Oui, l'imaginaire en charge du projet en fait Star Tours. Et du coup, il m'a répondu, il m'a dit pour moi pas de souci, avec plaisir. Vraiment un mail super sympa. Il m'a dit pour Tony, je peux pas te filer son mail, je peux pas répondre à sa place. Par contre, je lui ai parlé du projet et si ça l'intéresse, il reviendra vers toi. Bon. Et le matin du tournage ensemble. De Bloody Fury ? Non, de Star Tours. De Star Tours l'an dernier. Je sais plus si c'était en juin, juillet, août, enfin en été. Le matin, je me lève, je regarde mon portable et là, je vois un mail Tony. Et je vois Tony Baxter qui m'a dit bonjour, Tim m'a parlé du projet, dites-moi en plus, cordialement, best regards, best regards, all the best, Tony. Et là, je dis c'est parti en fait. C'est parti. Et un an après, enfin moins d'un an après, on partait aux US pour aller filmer avec Tony Baxter et Tim Delaney en costume, qui ont accepté d'apparaître dans le projet. Donc ils apparaîtront dans ton projet, donc Star Wars. Donc ça c'est vraiment magnifique de se dire que on a les créateurs quasiment dans son projet, donc ça veut dire qu'on est soutenu. Hein. On est soutenu par même c'est même pas la communauté, c'est plus loin que la communauté. T'es soutenu par les créateurs, donc c'est clairement le créateur Tony Baxter a apprécié le projet, a apprécié l'hommage en fait que je voulais rendre à l'attraction et du coup a accepté de participer. C'est incroyable. C'est trop bien, c'est trop bien. Oui. Et alors pour tourner où On a tourné sur fond vert dans un studio proche d'Hollywood à Pasadena. Du coup. Ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule, ça passe n'importe où, sur un CV, partout. Et maintenant, tu es dans le studio de Chemical Production, donc à enregistrer un podcast où on a eu des bières. Une bière tiède un petit peu, toi. Donc voilà quoi. Bref, ça me fume. Donc non, franchement, c'est fou. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur justement. T'as parlé comme quoi là, il y allait avoir des projections en France. Donc, il n'est pas fini le projet. T'as plus ou moins dans ta tête un délai à suivre ou pas ? Dans l'idéal, mars. Mars, il faut qu'il soit fini pour une raison que je ne peux pas dire tout de suite. Oui, non. Voilà. Mais mars, il faudrait qu'il soit terminé. Mars, il faudrait que ce soit dans l'idéal. Après, s'il se termine en avril, il se terminera en avril ou en mai. Ce qui serait dommage, mais pour moi, mars, ce serait la deadline
pour tout. Donc, Ok. Mixage, étalonnage, tout. Et là, actuellement, on peut dire que t'es à combien de pourcents du film fini? C'est assez compliqué à dire. Le montage est à 95, 97% à peu près. Mais enfin, c'est très grossier comme chiffre. Donc, je veux dire plus de 90% du montage. Il reste les incrustations, mais au moins le montage va me permettre déjà d'envoyer tout ça au compositeur tel qu'il est actuellement. Je peux le envoyer, il va continuer à me composer la musique. Ensuite, je vais me charger de tous les effets et bruitages qui vont être envoyés au mixeur. Enfin voilà, il reste encore tout ce travail-là. Une fois que moi j'aurai terminé vraiment le montage, les effets visuels et tout, à l'étalonneur. Donc ça va être le dernier cran. Ouais, mais l'étalonneur, c'est vraiment, t'as tout fait quoi. Là, c'est terminé. Il règle tout ton film et puis après, ça y est, Après, c'est mis en boîte, c'est terminé, c'est fini, ça peut être projeté quoi. Oui, Et le but, c'est de le projeter. Le but, c'est de le Ou projeter, c'est de le. bien sûr. Justement, ce que j'allais te poser comme question, est-ce que le but, c'est de le mettre en vie en fait dans des festoches ou des choses comme ça? Aussi, bien sûr. Il Ouais. va être envoyé dans des festivals. Il y aura des projections en avant-première. Il y en aura normalement 2 sur Paris. Enfin, dans l'idéal, il y en aurait 2 sur Paris. Une du côté de Bordeaux, Lyon vers chez moi. Après, c'est très compliqué parce que c'est un court-métrage qui va parler aux fans. C'est un court-métrage de fans pour les fans, même si j'aime pas ce terme fan. Et du coup, les gens qui n'auront jamais fait l'attraction, ni même la deuxième version de l'attraction, ne comprendront pas le court-métrage. C'est le seul défaut. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est impossible de le comprendre? Tu comprends qu'il y a une mission et qu'après ça va s'enchaîner. Mais comme le court-métrage termine, voilà. Ok. Non, mais c'est super intéressant de pouvoir justement mélanger tout ça. Et bon, tu nous as dit comme quoi tu avais des idées. Est-ce que c'est en lien avec d'autres attractions ou non? Il y en aura. Il y en a, mais pas tout de suite parce que je veux pas faire mais... que du fan film pour le coup. Ok. Je veux faire aussi des créations perso, des scénarios originaux et peut-être faire 1 sur 2 ou 1 sur 3 fan films. Enfin, un fan film sur 3 courts-métrages. Oui. Voilà. D'accord, Mais, ouais, ça serait de faire un fan film, deux créations créations perso un peu plus intimistes et après repartir sur un fan film. Exactement. Voilà, d'accord, ok. Je veux pas m'orienter que fan film parce que je veux pas être catégorisé réalisateur de fan film en fait. D'accord, ok. Et ça, ouais. Non, mais ça c'est tout à ton honneur en vrai. Justement, d'ailleurs c'est un petit peu, ça sera le titre de notre podcast, ça sera la revanche des fan films. En connexion donc avec Star Wars. Quel est un peu ton avis justement sur les fan-films, malgré que tu en réalises un sur Star Tours, mais j'ai plus l'impression quand même que derrière le fait que ce soit un film Star Tours, c'est plutôt un projet qui est très deep, très profond en fait dans ta personnalité, vu que c'est quelque chose qui t'est arrivé très jeune, arrivé à Disneyland à 4 ans, tombé en fait sur le truc qui t'a fait tomber amoureux du cinéma, etc. Un peu une sorte d'hommage derrière tout ça. C'est ça. Malgré que derrière, maintenant, c'est catégorisé fan-film, c'est quoi ton avis sur les fan-films? Il y a de très très bons fan-films. J'ai eu l'occasion d'en voir sur Internet, disponibles et tout. Après, dans la grande majorité des cas, ça reste, et je trouve ça dommage parce que je trouve que ça limite un petit peu, ça reste des padawans qui perdent leur maître ou qui font de l'entraînement sur une forêt ou sur une plage pour simuler Tatooine. Je trouve que il y a tellement plus à raconter dans l'univers de Star Wars que rester dans une forêt à se battre au sabre. Même si c'est profond, même s'il y a un enjeu, tu vois, je trouve ça dommage qu'on retrouve dans les 90% des fan-films ça, en fait. Ok. Je trouve ça triste. Non, mais je comprends. Jérôme, tu veux réagir à ça? Non, je comprends tout à fait, hein, mais enfin après c'est difficile d'en vouloir à des réalisateurs de fan-films. Non, enfin je dis pas que tu leur en veux, hein, absolument pas, mais c'est difficile d'en vouloir donc à une communauté donc d'amateurs, etc. Plutôt bienveillants, de faire, de tomber dans la facilité. Quand tu vois que le grand maître lui-même ne fait que ça, de tomber dans la facilité, et que les choses qui fonctionnent, comme l'a très bien dit le Trooper, encore une autre chaîne à suivre les enfants, quand ça marche dans Star Wars maintenant, depuis Disney, c'est quand il n'y a pas de Jedi. Justement, j'allais y venir justement. Ton avis sur les dernières créations Star Wars alors pas spécialement liées à Disney, mais vu que c'est quand même important pour ta part, qu'est-ce que tu penses du 7, 8, 9, de Andor, je trouve les remakes de la trilogie originale très bien. Je te crois. C'est vrai?
Non. Ah voilà, on est d'accord. Moi j'appelle ça des remakes. Bah oui. C'est un droïde sur une planète désertique qui doit être sauvé, mais c'est le 4. Le retour de l'empereur à la fin, c'est le 6, c'est dommage en fait. C'est la bataille sur Crate, c'est l'Empire contre-attaque. Oh oui, non, attends, c'est du sel, c'est pas de la neige. Bon, pardon. non, mais je comprends. Mais justement, Le seul moyen qui justifie le sel, c'est le gars qui lèche par terre, il dit du sel. Waouh. Ah oui, excuse-moi, je crois que c'était de la neige. Les doudounes et tout, non. Non, mais c'est dommage en fait, c'est dommage. Non, mais je comprends totalement. Mais genre, il y a eu de très bonnes prods, genre Mandalorian. Ah, par contre, oui. Ah, oui. Andor, apparemment, qui est vraiment bien. J'ai pas regardé Andor, moi, actuellement encore, les gars, donc je peux pas vous dire. Mais Mandalorian, qui arrive justement avec sa saison 3 au 1er mars, moi je suis très hypé de ça. Hein. J'avais adoré la saison 1. La saison 2, j'ai trouvé qu'elle était vraiment masterclass de A à Z. Comme tu l'as dit, par contre, Jérôme, ce qui est le plus intéressant quand Disney ne raconte pas les choses, c'est quand il n'y a pas de Jedi ou alors que tu as des soupçons de Jedi attitude. Dans Rogue One, dans Mandalorian. Et puis, apparemment, dans Andor, ça confirme. Donc voilà, Andor, apparemment, est quelque chose de très, 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 très intéressant à regarder. Donc voilà, quoi. Est-ce que c'est des créations, justement, que ça, par contre, t'es vraiment... moi, ça fait plaisir. Mandalorian, ça m'a fait plaisir. Book of Boba Fett, c'est combien l'épisode où il y a pas Boba Fett? C'est les meilleurs. Oui. C'est les meilleurs. On l'a dit. On l'a dit. Back to the review sur le livre de Boba Fett. Mais on est d'accord. Ah non, mais complètement. Enfin, c'est dommage, tu vois. Ce qui est dommage, c'est de voir la décadence d'un personnage, tout comme l'a été de voir la décadence de Bucky Barnes dans le Faucon et Soldat de l'hiver. Totalement. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Tu peux pas faire ça d'un personnage, et ils ont fait ça pour Boba Fett aussi. Tu peux pas faire ça, quoi. C'est clair que par contre, quand Mando arrive dans la saison, en plus, c'est réalisé par Dave Filoni, si je me trompe pas, l'épisode où il est là. Non, c'est réalisé par Bryce Dallas Howard, je crois. L'épisode où elle est là. Bref, c'est des gros réals qui sont derrière les épisodes où ils sont là, où ça se passe. Et franchement, moi j'ai adoré. Hein. C'était les meurieurs. Carrément. La course de Vespa sur Tatooine. Putain, c'est vrai, la course de Vespa, bordel. Vespa Power Rangers, toutes les couleurs sur Tatooine. Je veux dire, ils ont des Vespa clinquantes. C'est Tatooine. Oui, le côté futurisé, c'est ce qu'on disait. Hein. Et oui, non mais et puis surtout sur Tatooine, tu peux pas avoir un truc neuf, tu vois. Ah bah non, complètement pas. C'est pas possible avec les tempêtes de sable, etc. Tu vois, enfin ça va être. Enfin bref. Non mais je comprends. Est-ce que vous avez une dernière question, les amis, pour Mickaël, les amis, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton court-métrage qu'on aurait oublié de dire, Mickaël? Ça c'est super intéressant. Moi, chose importante pour moi, c'est que je ne suis pas seul à faire ce court-métrage aussi. Ouais. J'ai une équipe derrière. Je remercie infiniment, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que je suis tout seul. Non, il y a une équipe derrière qui m'a assisté, qui m'assiste encore maintenant, que je remercie. Si tu veux les citer, n'hésite pas. Hein. Ils commencent à être de plus en plus nombreux, donc j'aurais peur d'oublier quelqu'un, mais on a en costume, on a Chloé qui a fait des choses incroyables, Pierre pour les 3D, il y a Cédric pour la composition musicale, Gaël qui m'a aidé aussi pour le décor réel du coup. Puis après, les acteurs, actrices, bien sûr. Joris Adou. Joris, Johanna. On a Tristan. Marco, on a Elodie aussi. Ok. Qui est incroyable et qu'il faut qu'elle perce. Ok. Mais voilà, toute l'équipe dans l'entièreté. Margot aussi qui fait les making-of aussi. J'ai Ludo qui a fait des making-of. Des très bons making-of. Des photos aussi. Et puis là, Loïc, toute l'équipe, là, on a tourné toute la semaine dernière pour Star Tours. Patrice Giraud, j'ai rencontré Patrice Giraud, qui est le référent Lucasfilm. Et qui fait, attention, première personne, je ne l'ai pas teasé encore, mais il fait un caméo aussi dans le court-métrage. Donc personne adorable aussi. On a Alexandre Gillet, je le dis aussi, qui prête sa voix dans le court-métrage, donc qui est la voix de Chris Evans, qui était la voix de Ryan Gosling, de Frodon, Elijah Wood. Qui prête sa voix aussi gracieusement dans le court-métrage, qui est incroyable. Donc c'est vraiment l'ensemble qui porte le court-métrage, et puis tous les soutiens, aussi bien financiers, le soutien moraux, tout, vous qui m'avez invité ce soir, tous ces soutiens-là qui, moi, font que le court-métrage, j'ai envie de le pousser vers le haut. Et après, ça lui permet de monter plus haut, et ça, c'est chouette. En tout cas, pour ma part et pour l'équipe, je te le dis, nous, on est juste des messagers. On est là pour vraiment que de montrer l'intérêt sur des choses qui sont... intéressant, fait par des gens intéressés, et franchement c'est super
super de t'avoir avec nous ce soir, Mickaël. Hein. Franchement, c'est un grand plaisir. Et c'est un plaisir d'être là aussi. Bah, merci beaucoup, sincèrement, parce que bon, quand on a dans la phrase, on a dans ta tirade, bonjour, j'ai fait un petit enregistrement, on a filmé à Hollywood dans un studio à côté de Pasadena, et bon, il y a un petit caméo du référent de Lucasfilm France chez nous. Bon, c'est la cour des grands, les amis. Je regrette les conneries qu'on a pu dire avant. Ah oui, non, mais clairement. Non, mais moi j'aime bien, c'est la simplicité en fait. Ah bah nous on est simple, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas plus simple que nous. Hein. Non mais ça j'aime bien moi aussi. Aïe 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 les amis. Vraiment c'est la simplicité, c'est les tournages à chaque fois. Moi c'est pas des tournages où on se prend au sérieux. Enfin on se prend au sérieux quand il faut se prendre au sérieux, mais c'est à la bonne franquette. C'est toujours à la bonne franquette. Moi c'est la bonne ambiance, la bonne humeur. J'ai tellement été déçu quand j'ai fait mon école de cinéma où on voyait les ambiances sur les tournages où c'était froid. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, ça mettait tout le monde aigri. Ah, je dis, moi je vais m'éloigner de ça. Hein. Moi je vais faire mes projets avec mes équipes. Enfin, et je suis avec Jordan, avec Joris, Benjamin, enfin toute l'équipe, Max aussi. On réalise aussi chacun de nos côtés. On essaye de se retrouver sur nos projets. Ça c'est génial parce qu'on a la même énergie. On se pousse toujours. Et c'est convivial, c'est bonne ambiance, il n'y a pas de prise de tête. C'est royal, quoi. Ça, pour moi, c'est la vision du cinéma telle qu'elle devrait être. Justement, en dernière question, vraiment dernière, j'aimerais juste que tu nous donnes potentiellement à des auditeurs un conseil, s'ils veulent, entre guillemets, justement, faire du cinéma ou essayer de créer quelque chose. Qu'est-ce que tu peux leur donner, en fait, comme conseil parce que là, on a quand même plutôt un message vis-à-vis des écoles de cinéma, entre guillemets, où ça peut vous apprendre une sorte de théorie, mais finalement, dans la pratique, on est quand même quelque chose d'assez froid, et finalement, on est assez loin d'un partage d'émotions, comme pourrait le penser cet art. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, à ces auditeurs ? De foncer par eux-mêmes, en fait. De vraiment faire les choses telles qu'ils les veulent, de ne pas se dire que c'est impossible. Preuve en est, un court-métrage, j'ai appris à faire de la 3D pour ce projet et je suis très content des rendus maintenant. C'est vraiment que tout est possible dès lors qu'on a la volonté de le faire. S'ils ont cette volonté, il ne faut pas qu'ils se limitent, il ne faut pas qu'ils se bloquent en se disant c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Ils n'ont rien à perdre en le tentant. Et ils auront plus de regrets en n'essayant pas justement, plutôt que d'essayer de le faire. Et si ça loupe, c'est pas grave. Il ne faut pas prendre un échec comme quelque chose de négatif. Faut retenter, continuer à avancer et y aller à fond en fait. Eh ben merci beaucoup Mickaël, je trouve que le message est passé et extrêmement positif et ça c'est ultra cool. Pour finir cette émission, je vous propose qu'on fasse notre petit bac, les amis. Donc je vais me munir de ma tablette. Voilà, prenez des stylos, prenez les feuilles, les amis. Je vais réexpliquer les règles donc du petit bac, les amis. Eh ben les règles du petit bac, c'est très simple. C'est comme à l'école, les amis, comme le dirait Jérôme. Les enfants, c'est très simple. C'est comme à l'école. Vous avez une feuille devant vous. Il y a des cases avec des thèmes sur des colonnes. Le but, c'est que je vais tirer au sort une lettre. Vous aurez 1 minute 30 pour trouver justement en fait l'intégralité de la ligne parce qu'on parle en ligne pour les manches. Si vous trouvez la même chose, vous avez 1 point. Si vous trouvez le mot qui commence par la lettre et que vous êtes seul autour de la table à avoir trouvé, vous avez 2 points. Si vous ne trouvez pas le mot, vous avez 0 point. Et si vous avez rempli votre ligne complètement, vous avez 1 point bonus. Voilà. On est parti donc pour le petit bac, les amis. C'est bon pour les règles. On précise, bien entendu, au niveau du nom de l'acteur, je prends que les noms de famille. Bien entendu, par contre, titre original, titre français uniquement. Pas de titre espagnol, pas de titre machin. On est d'accord ? Allez. Non. Ok. Allez, on est parti. Tac, 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 tac. Et donc, ça sera le 10 qui tombe. Et donc, le 10, c'est la lettre J, les amis. La lettre J qui pop. On est parti. Top chrono, 1 minute 30. 1 minute 30. Alors, Gary, c'est son premier petit bac, hein, les amis. Il l'a vécu quand il était à la technique. Jérôme, toujours efficace dans ses propos. Mickaël, pareil. Mickaël qui se prête au jeu, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et Lucas, Lucas, pareil. Hein, là, c'est le penseur. Les lèvres plissées, les amis, tel une personne qui doute, mais il ne faut pas avoir de doute dans ce jeu, les amis. Il faut être fort, il faut être efficace et il faut aller au plus simple. N'hésitez pas. Il reste 55 secondes au chrono, les amis. La lettre J en première partie, c'est un peu compliqué. C'est que les noms qu'on a le droit, nom de famille. Nom de famille, ouais, pour les acteurs. Nom de famille, Gary. Tu vois. Réalisateur. Bah, pareil, nom de famille, pareil. Pas.
Mais moi j'en ai un. Les acteurs-actrices, c'est le nom de famille. Ouais, acteur-actrice, c'est le nom de famille. Et j'en ai un. Voilà. Ah, je crois que Lucas l'a trouvé. Je crois que Lucas l'a trouvé, celui que j'avais en tête pour le réalisateur. 25 secondes au compteur, les amis. Ah là là, quel plaisir en tout cas ce petit bac. En tout cas, vous attaquez avec pas une lettre très facile dans le cinéma, que ce soit français ou américain. Donc voilà. Toc, 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 toc. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, les amis. Voilà, on est bon. Alors, on va commencer. Place aux invités qui va nous dire ses réponses. Mickaël. Alors, en film, j'ai mis Jumanji. Qui l'avait? Donc, ça fait 1 point pour les personnes qui ont mis Jumanji. Mettez 1 point, les amis. Yes. Jérôme, t'as mis un autre film? Oh. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il a mis? Pour 2 points. Ah, pour 2 points Jupiter Ascending. Parfait, j'accepte. Bravo, bravo à toi, Jupiter Ascending, réalisé par les Wachowski. Voilà. Mickaël. Pour la série TV, j'ai mis n'importe quoi. T'as mis quoi? Je te suivrai. Je te suivrai. Ça n'existe pas. Alors, alors attendez, on va quand même demander à Googleas si ça existe quand même, parce que bon, je te suivrai. Il est possible que genre une production à la Antenne 2 ou un truc comme ça. Oh, j'ai dit Antenne 2. Oh, le truc de boomer. À France 2. Non mais même pas je comprends même pas comment tu peux dire Antenne 2, même tes parents le disaient pas. Non, alors quand je tape je te suivrai sur Google, bah, je tombe sur une vidéo YouTube, donc pas un film. Donc c'est malheureusement pas le cas. C'est un live studio. Ouais, non, je suis désolé, je ne peux pas t'accorder ça. Je m'y attendais pas. Au niveau du réalisateur, Rian Johnson. Bien joué, on reste dans le thème de Star Wars. Qui avait Rian Johnson, les amis? C'est 2 points, Mickaël, c'est 2 points. Qui a un autre réalisateur? Lucas, je crois que je le vois. Ouais, j'ai Cédric Jiménez. Ok, d'accord. Cédric Jiménez, c'est accepté. Qui l'avait? Personne, c'est 2 points. Lucas. Gary, il n'y a pas de réalisateur. Jérôme? Gérard Jugnot. C'est accepté. Oui. C'est le Petit Piaf bientôt au cinéma. Exactement. Et puis il n'a pas fait que celui-là, il en a fait d'autres. Hein, Gérard mais Jugnot. récemment, il y a celui-là qui arrive. Voilà. Donc c'est accepté, Jérôme. Bravo pour Gérard Jugnot. Et au niveau de la série télé, t'en avais une, Gary? Non, j'en ai pas. Ok, Jérôme? Alors moi j'ai tenté, c'est une série animée. Ah, je sais. C'est Justice League. Justice League, ça passait. Moi sinon... j'ai mis Jumanji en série animée. Bah oui. Ça passe aussi. J'allais accepter Jujutsu Kaisen aussi. Ouais, mais sinon il y avait Jag. Pour les boomers qui se souviennent de cette mauvaise série. C'est pas genre dans la trilogie du samedi, ça? Oh non, ça devait passer. Non. Ça passait le dimanche après-midi, ça, après le Caméléon. Ah là là, les amis. Ok. Dans les dimanches de la loose, c'était pas dans la trilogie. Attends, mais les dimanches de la loose, mon ami, mais mon pote. Avec Charmed. Ouais. C'était bien Charmed quand même. Ouais. Mais c'était la trilogie du samedi. Oui, c'était la trilogie. Ok, les amis. C'est bon pour vous. Donc Gary, 1 point pour celle-ci. Mika, 3 points. Acteur, tu l'as pas fait? Ah non, bah, allez, j'ai cru que vous l'aviez dit. Qui a l'acteur? T'as un acteur, Jérôme? T'es le seul? Ouais. Felicity Jones. Felicity Jones, c'est oui. Oui, Star Wars, les enfants. C'est oui, exactement. Bravo, 2 points pour Jérôme. On est parti. Je relance la roulette. Tac. C'est le numéro 15 qui tombe. Le numéro 15, les amis, c'est la lettre O. Les amis, c'est parti. 3, 2, 1. Chronomètre. Tu peux mettre une petite musique d'ascenseur, Esteban, pour attendre. Oh non, tu sais quoi, on va changer. Je parle à mon ingé son en même temps puisque c'est fait en post-production. Tu rajoutes une musique épique, les amis. Tel Warrior de Imagine Dragons. Nous sommes en pleine finale de League of Legends. C'est le petit bac du late, les amis. Oh là là, ça y va, ça jungle. Ça fait des jungles. Je ne sais pas, les amis, ce que c'est League of Legends. Jérôme rigole parce que c'est un ancien joueur de LoL, les amis. Absolument pas, je déteste LoL. Je ne te déconcentre pas. Lucas, est-ce que tu peines? Tu peines un petit peu, là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Et ouais, ça commence par O.
ça peut t'aider. Non, je ne pense pas. 45 secondes les amis restantes, ça passe très vite celle-ci. Ça va être très compliqué. Oh là là, c'est très 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 compliqué les amis. On a 2 propositions de la part de Gary, une proposition de la part de Lucas, Mickaël aussi qui commence à peiner. 30 secondes restantes les amis. Je suis à fond, je suis tel un commentateur de Formule 1 les amis. Là nous sommes donc dans la dernière ligne droite à Abu Dhabi les amis. Donc c'est l'heure. Verstappen qui passe devant Charles Leclerc qui fait un dérapage. Et non, je plaisante, je dérape. Les amis, 15 secondes. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, posez les stylos les amis, c'est très compliqué ce qui se passe ce soir. Jérôme avait fait un sans faute la dernière fois et avait coupé l'intégralité de ses camarades lors du premier petit bac. On est sur un chou blanc. C'est un chou blanc là, celle-ci. Passons, Gary, dis-nous tes propositions pour la lettre O, puisqu'il n'y a pas de gagnant sur cette mène. Et voilà. Alors, moi j'ai le souvenir d'un DVD que j'ai chez moi, Océan. Non mais... c'est vraiment un film, je te jure. Attends. Mais oui, mais du coup, bah oui, Océan. T'as une baleine dessus et c'est un vrai film. Ah ouais, mais il y a Océan 11, 12 et 13, non? Non, je te jure que non. Ah mais oui, Ocean. Comment on n'a pas pensé à ça? Ocean's 11. Attends, parce que moi je tape film Océan, je tombe quand même sur Brad Pitt qui est au téléphone et comme ça. Donc voilà, attends, je ne le trouve pas ton film, Gary. Tape sur le ciné ou... Ah. Non, sur Rotten Tomatoes, à mon avis. Non mais c'est un film français. Le flop. Oh, et bah si. C'est un film français. C'est un film réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot, voilà les amis. Donc film Océan et qui est sorti en 2009. Donc ça marche. Ça marche, bravo, c'est 2 points si vous n'avez pas trouvé Océan. Voilà, les amis, incroyable. Ce souvenir de l'espace vraiment, où genre ce flashback réveillé. Non, Océan, faut que je le place ce soir. Ok, 2 points pour Gary. Mika, qu'est-ce que tu avais trouvé comme film? Alors, c'est un film d'animation, mais Oliver et compagnie. Bravo, qui l'avait trouvé? Moi j'avais le même. Oh, c'est 1 point pour Mika et Jérôme. Fallait pas être chez Disney. Voilà. Au niveau donc des séries télé, qui avait trouvé une série télé? Oh, Gary, oh là, attention, en pleine forme. Si c'est Océan Atlantique, je te le refuse. C'est un dessin animé que vous avez tous vu sur France 3. Oggy et les cafards. Ah mais oui. Mais bravo. Et oui, dessin animé. Bravo Gary, incroyable. Qui l'avait? Non. Personne, c'est 2 points Gary, bravo. Bravo. T'avais une série télé, Jérôme? Non, pas du tout. Moi j'avais que le film. Il y avait que le film. Et je fais qu'un point. J'ai un peu j'ai un bon gros sub. On a un sub. Gary, pas d'autres propositions? C'est terminé les amis pour cette manche. Réalisateur, j'avais en film, sinon j'avais Wistreham. C'est film je sais pas si c'est français ou quoi, mais c'est récent. Ah attends, je vais juste checker. De base, j'avais Orange Mécanique. Je me suis dit que c'était trop basique. Putain, du coup, j'ai changé, j'ai mis Wistreham. Il y avait OSS 117 aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Hooligan. Non, c'est avec un H. Ouais. Non, ça, Hooligan. Et pour le réalisateur, j'en avais un français, mais malheureusement, ce n'était pas le nom qui commençait par le O. Ah oui, bah Olivier Le Marchal. Olivier Lousteau, moi. Ouais, ça Olivier Barrault. J'avais. C'est accepté, Wistreham. J'avais quoi? 2 points. Oliver Stone, tu vois. Enfin, Oui, c'était trop facile. On demande la barre. Cela, mais. Ah mais je suis sur la barre. Je suis sur la barre. Mais ok. Et ben. C'est chaud. Non, ça marche. Non, mais si ça se trouve, il y a un O'Hara, un O'Connor, tu vois, et ça passait crème, tu vois. Mais je préfère être sûr quand j'écris un truc. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mon tirage au sort. On est parti donc pour la 3e manche, avant-dernière manche, donc du petit bac du late, les amis. Et pour cette 3e manche, vous allez me parler de la lettre L, les amis. La lettre L, c'est parti, 1 minute 30, c'est lancé. Ah, j'aime bien cette ambiance ultra calme, ultra posée. Justement d'ailleurs, Esteban, mets-nous un petit morceau de jazz. Une petite contrebasse qui joue. Babeloum, 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 bidiboum. On est les Daguedig. Ah là là, les amis. Arrête de nous déconcentrer. Mais c'est le but, bon Jérôme, enfin. Sinon c'était trop simple. Je reste quand même sur... Je pense quand même que je vais me faire une commande Amazon du poster de Océan. Parce que franchement, celle-là, je m'y attendais vraiment pas quand même. Ce souvenir qui sort de l'enfer, vraiment incroyable. Incroyable, franchement, magnifique. 50 secondes, les amis, qui vous restent. Sur ce petit air de jazz que vous n'entendez pas, mais que les auditeurs entendent merveilleusement. On sent que Mickaël est un petit peu en panade. Gary, pareil.
Et on s'est stoppé les amis, posé. Jérôme vient de remplir sa fiche. C'est pas dit que ça soit bon, mais c'est stoppé. Là, vous voyez, ça c'est pas du tout un rire de Sam. Hein. Ça c'est pas. Oh non. Alors, on est parti, Jérôme. Bah, c'est à toi de commencer, vu que c'est toi qui viens de finir la ligne. Alors pour le film, j'ai La La Land. Oh non. C'est celui que tu avais trouvé, non? Non, pas du tout. Mais, mais oui. Ok, d'accord. Donc, bah, La La Land, qui l'avait? Non. C'est 2 points. La série télé. Pour la série. Alors j'ai laissé parler la femme qui est en moi. Ok. Lucifer. Oh, bien joué. Qui l'avait? C'est 2 points. Alors, attention, là, on est sur une masterclass de ligne. Hein. Réalisateur, David Lynch. Tu l'avais? Non, mais j'en ai un autre. Ok, donc, alors qui avait David Lynch? Non. Ok, donc 2 points. Gary, qui est ton... Je sais pas si ça marche. Louis Leterrier. Si, c'est bon. Le Terrier. Double L. Double L en plus, c'est impeccable. Ah, okay. Qui l'avait? C'est 2 points. Non, franchement, il devrait même y avoir un point bonus parce que double L, tu vois. Oui, allez, vas-y, mets-le point bonus. Mets-le, c'est 3 points. C'est 3 points parce que double initial. Tac. Au niveau, après le réalisateur, c'est acteur-actrice. Acteur-actrice. Alors, c'est sûr, personne ne l'a. Gina Lollobrigida. Alors, donne-moi un film avec elle. C'est une vieille actrice des années de mes parents. Gina. Oh putain, mais Gina, le premier truc que je tape, c'est elle. Gina Lollobrigida, bah, c'est accepté. Qui était une femme magnifique. Hein, Bravo Jérôme, bah, c'est 2 points. C'est 2 points. Et oui, c'était une femme qui était magnifique. Effectivement, magnifique. Donc voilà. Alors, au niveau des acteurs, Mika avait trouvé quelqu'un. Française, c'est Olivia Lucchini. Ah, Olivia Lucchini, je vais regarder. Je ne la connais pas. Qui est entre autres la comédienne qui est la voix d'Ahsoka Tano. Eh bah c'est validé, bravo. Je viens de tomber sur son wiki. Voilà, bravo à elle, Olivia Lucchini. Donc 2 points. Lucas, tu avais quelque chose? Moi en film, j'ai Lost in Translation. Ok, donc 2 points. Et acteur, j'ai Thierry Lhermitte. C'est validé. Bah oui. C'est validé. Et Gary, autre chose? Non. Ok, bah parfait, les amis. 2 points chacun pour toi, voilà, impeccable. On repart. C'est cela, oui. Ah, une serpillière, Thérèse, c'est formidable. Justement, Thérèse, je me disais qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse, ravi. Pour la dernière manche, les amis, ça sera la lettre F qui est tombée. Vous avez 1 minute 30. C'est parti. Ah là là, la lettre F. Et ben justement, mets-nous une musique de Noël, Esteban. On sort des fêtes, donc voilà, l'émission arrive mi-janvier. C'est un plaisir de recevoir Mickaël pour cette première émission de 2023. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, chers amis auditeurs. Ça me permet de vous le dire, de vous remercier de votre soutien sur le mois de décembre que l'on a pu avoir. Franchement, merci beaucoup. On a beaucoup travaillé sur le mois de décembre et c'est un plaisir de vous avoir fait le contenu que l'on vous a proposé. Donc voilà, il reste 50 secondes les amis, 50 secondes, ça passe très vite. Et oui, ça passe très vite, même pas le temps d'avaler ma salive que nous sommes déjà à la 40e seconde. C'est la dernière ligne droite de ce petit bac, les amis. Donc c'est très compliqué, très chaud, mais Lucas est bien parti. Déjà 2 propositions pour sa ligne. Mickaël, pareil, 3 propositions pour la partie de Mickaël. On est presque sur une ligne complète. Le timer va-t-il s'arrêter? Il s'arrête, c'est Jérôme qui lève la main. 20 secondes de la fin, bravo à lui. Oh Gary, c'est la Fanny pour le F. C'est la Fanny pour le F, je suis désolé. 0 case, mon Gary, je le vois sur ta feuille. Quel dommage. Si près du but. Ah. Jérôme, à toi. Alors, ce qui est génial, c'est que j'écris les choses n'importe comment. Juste pour être rapide, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ok. Alors, pour le film, Final Fantasy The Spirit Within. Bon, qui l'avait? Personne l'avait? Nobody. C'est 2 points, et bravo. D'ailleurs, film avec une anecdote parfaite. Si vous voulez avoir plus d'anecdotes, allez voir le Crost ou le Chroma qui en parle. Je crois que c'est Chroma. Ouais, ça doit être un des 2. Ouais, exactement. C'est un des 2. Karim, on t'aime. Oui. Pour la série Family Guy. Bien joué. Qui l'avait? Bah non. Bah non, mais c'est tellement simple. Mais oui, mais maintenant qu'on me dit, mais je le note. Par contre, oui. T'avais une il avait un autre film. Ah, t'avais un autre film, pardon. Alors, j'en avais noté 2, mais j'en prends un. Flubber. Mais oui. Flubber. J'avais La fièvre du samedi soir. C'est validé, c'est 2 points chacun pour vous. Hein. Et j'avais noté en petit Forrest Gump aussi.
Et oui. On est dans le thème. On est dans le thème. On regarde les mecs qui ça, les amis. Tom Hanks, tout est. C'est la fête. Je l'ai pas noté, mais en série, il y avait Friends. Bah oui. Tout simplement. Bah oui, oui, Des oui. fois, on va chercher loin, mais en fait. Ouais. Des fois, c'est compliqué. Donc on en est où, les amis? Tu nous as dit ta série. On en était au Lucas, Real. t'avais trouvé une série télé? Non. Bâton. Bâton, c'est très bien. Après, donc au niveau, c'est le réalisateur. Pour le réalisateur Ou réalisatrice, bien entendu. David Fincher. Fincher, c'est validé. C'est qui l'avait? Personne. Par contre, tu en as trouvé un autre. Filoni. Dave Filoni, oui, bravo. exactement. Bien, John bravo. Favreau. Bravo, c'est Oh. accepté. 2 dans le thème de Star Wars, j'ai envie de dire, c'est bonus, prenez le point. Allez, c'est cadeau, c'est donné. Voilà. Et donc, pour... Et pour acteur-actrice, James Franco. Putain, Mais oui, mais tu n'auras qu'un point parce que je l'ai noté aussi. Ah, quel dommage. Voilà, parce que James Franco, parce qu'on a parlé de Mussolini et que. Enfin, voilà. Oui, bah oui, forcément. Il y a le Mais disaster artist juste là. Quoi, Et avec, Disaster Artist juste là. Et tu aurais voulu... Et en plus, oui. Tu aurais voulu 2 points. Au lieu de dire James, tu aurais dû dire Dave. Dave Franco, qui est son frère. Ah, c'est ce que j'ai noté, moi, non? Bravo les amis pour ce petit bac. Faites un petit calcul vite fait de vos points. Gary, tu as eu combien de points sur ce petit bac? 7 ou 8 avec le point bonus. Je donne le point bonus, hein, donc c'est 8. Hein, Ah, donc 8. Voilà, et donc on est sur 8 points pour ce petit bac. Lucas, 16 avec le point bonus. 16 avec le point bonus. Le point bonus, c'est quoi? C'est le 2? C'est ton Filoni. Ah, bah bon, voilà. C'est ton Filoni. Ok, d'accord. Et toi? 24. Bon, alors, il va se plaindre. Il va se plaindre. Et toi, je me Mika? plains pas. 12. Eh ben c'est bien, non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le grand perdant de ce soir, c'est Gary. Mais c'est normal, c'était son premier petit bac. Alors maintenant le gars, non je déconne. Et le grand gagnant de ce soir, comme l'a été pour la première édition, c'est Jérôme. Bienvenue, bravo Jérôme, Oui, bravo, c'est moi, bravo, non, bravo. ça n'a pas changé. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Bravo. Mais ouais, moi je joue ma vie quand c'est comme ça. Hein. Et justement, c'est ça qui est sympa, c'est la bonne ambiance, et Moi, ça, je l'ai c'est. senti, tu vois. Ah ouais, non, mais moi Il y a l'enjeu, il y a le stress aussi. Ah ouais. Le stress, c'est dû au commentateur aussi, c'est un peu. Grosse compétition aussi, oui. Exactement. Un peu perturbant. Je suis d'accord. Merci beaucoup les amis pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Mickaël, je te remercierai jamais assez d'être venu d'aussi loin Merci à pour merci beaucoup. d'être Vraiment trop bien. ouais Merci à vous, oui. pour cette émission où on a pu parler de ton projet. J'espère qu'on pourra parler d'autres projets de toi rapidement et bien entendu tu peux compter sur nous pour parler de la sortie de Star Tours quand il sera prêt parce qu'il mérite d'être vu par le plus grand nombre largement. Oui, et on sait jamais, peut-être qu'on trouvera une salle où le diffuser dans le coin. Ça serait vraiment bien, ça serait extrêmement bien et puis voilà. Déjà ici. Oui, déjà ici. Non, mais après, si on peut faire les émissaires. Ça serait bien, en tout cas. ça serait bien. Voilà. Et merci à vous les glandus de ce soir, Gary, Merci. Jérôme, Lucas, c'était super. De rien. Merci de s'être prêté au jeu pour ce match de boxe Pinocchio versus Pinocchio et vos questions pertinentes pour Mika, c'était vraiment très sympa. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Late Show, hein, parce que bon, le Late Show c'est une émission mensuelle. Voilà. On se dit à très très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous. Ciao. Babeloum, 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 bilim boum. On est les daguedigues.